pour prendre un temps pour un événement de leur choix, un peu particulier. Et le choix que nous avons fait au comité d'organisation cette année, c'est de, puisqu'on est tous réunis ici, cette belle famille de Grétzy se pose aussi quelquefois des questions qui peuvent devenir un petit peu existentielles quand il y a des grands bouleversements. Et ce que nous avons considéré, c'est que l'arrivée de tout ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'intelligence artificielle, eh bien, impacte évidemment la société avec des buzzwords, des mots-clés qu'on trouve quelquefois un peu empoulés ou exagérément employés. Mais il y a aussi on a un certain nombre de collègues aussi qui voient que là où on résolvait les problèmes d'une certaine façon, eh bien aujourd'hui on est confronté à l'arrivée d'autres méthodes qui remettent en question des approches plus anciennes. Du coup, notre réflexion, c'est il est temps d'y réfléchir, d'en discuter, d'échanger, et plutôt que d'avoir une conférence à sens unique où quelqu'un, aussi expert soit-il, vienne nous délivrer sa bonne parole, une discussion contradictoire nous a paru plus adaptée. Et puis pour aller au-delà de notre communauté, ne pas juste discuter entre nous et puis ce qui reste toujours, ou qui risque de rester un petit peu vain et limité en termes d'impact, on s'est dit qu'il fallait faire appel à quelqu'un à l'extérieur et nous avons sollicité pour cela Mathieu Rouault, qui est journaliste à Grand Labo, qui se trouve ici à côté de moi et qui va, à partir de maintenant, animer cette table ronde à laquelle nous avons eu le plaisir aussi de pouvoir inviter 5 de nos collègues qui sont concernés par ces thématiques-là. Je laisserai Mathieu Rouault les présenter. Dernière chose que je voudrais dire, c'est merci d'être là aujourd'hui et de participer à cette table ronde. Et quand je dis participer, il y a un micro qui pourra circuler dans la salle à tout moment. Donc n'hésitez pas à intervenir, poser des questions. Le but, c'est pas seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir un discours à sens unique, mais au contraire d'avoir un échange au sein de notre communauté, une petite discussion de famille, quoi. Voilà. Merci à tous et bienvenue à Mathieu Rouault. Et merci beaucoup Pierre Chenet. Quel lancement de feu. Merci beaucoup. Je m'appelle donc Mathieu Rouault. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parce que j'ai aucun retour, donc parfois je crie peut-être un peu trop. Il faudra me dire de me calmer. Je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste à Grand Labo comme Pierre Chenet. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, donc je suis donc Mathieu Rouault, comme Pierre Chenet vient de le dire, journaliste à Grand Labo, un média qui s'adresse aux chercheuses et chercheurs que vous êtes. On va consacrer 2 heures. 2 heures, c'est peut-être long, mais c'est court pour parler des sujets qui vont nous occuper dans quelques instants. On va consacrer 2 heures donc à parler, c'est le titre de la table ronde, de traitement du signal et d'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle et les outils que l'intelligence artificielle met à disposition des chercheurs impactent, modifient ou au contraire ne changent rien finalement à la vérité du métier de quoi d'ailleurs? Comment est-ce qu'on appelle un chercheur qui travaille en traitement du signal? Est-ce que des gens ont la réponse? Sémaphoricien? Cybernéticien? Qui pense que sémaphoricien ou cybernéticien? Cybernéticien, la main? Et une oreille en moins, une. Non, ça vous parle pas? Non, c'est vrai, c'est une question que je me suis posée en préparant cette table ronde. Comment est-ce qu'on appelle les gens qui travaillent en traitement du signal? Et j'avais pas vraiment de réponse. Je me suis posé la même question sur le point de savoir comment est-ce qu'on appelait les professionnels de l'intelligence artificielle. J'ai pas eu beaucoup plus de réponses. Donc, flou des notions. On va y revenir tout au long, notamment de cette table ronde, qui s'appelle Traitement du signal et intelligence artificielle, frères ennemis ou frères siamois. Évidemment, le titre de cette table ronde est un petit peu provocateur. L'idée, c'est de pouvoir créer du débat, créer des échanges. Et comme l'a très bien dit Pierre Chenet tout à l'heure, il faut que vous puissiez prendre la parole tout au long de cet événement pour interagir avec nos panélistes, que je vous présente maintenant et que j'invite à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements nourris. Caroline Chaud, Rémi Gribonval, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, c'est maintenant. Jean Ponce, Nicolas Thomas et Christian Wolff. Ils viennent de métiers complètement différents, hein. Ils travaillent pas du tout sur les mêmes types de sujets, mais ils ont tous un avis, toutes et tous un avis très précis sur ces questions, très documenté. Caroline Chaud, vous êtes chargée de recherche, c'est marqué derrière vous au CNRS et à l'I2M, vous êtes d'Aix-Marseille. Rémi Gribonval, vous êtes directeur de recherche à l'INRIA Rennes. Jean Ponce, directeur de recherche à l'INRIA et département d'informatique de l'ENS Paris. Nicolas Thom, professeur au CNAM et au laboratoire Cédric. Et Christian Wolff, vous êtes maître de conférence à l'INSA de Lyon, au LIRIS et INRIA Grenoble jusqu'à, je crois, il y a peu de temps. Alors, c'était cet été, INRIA. J'ai effectivement en délégation INRIA, mais ça se termine dans 3 jours. 3 jours. Profitez bien.
On va maintenant passer à ce que je voudrais vous présenter comme étant le conducteur général de cette table ronde. Il y a plein de sujets importants à évoquer. Les voici, ces sujets. On va parler de la notion de définition, de la question de la place de la modélisation dans le traitement du signal dès lors que l'intelligence artificielle s'en mêle, l'intelligence artificielle au secours du traitement du signal et vice-versa. Est-ce que chaque discipline ne conserve pas son périmètre? On parlera de l'importance des GAFA dans les recherches qui sont menées en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que ça pose des questions? Si oui, lesquelles? Et bien sûr, on parlera enfin d'une question qui, je crois, intéresse pas mal d'enseignants, chercheuses et chercheurs parmi vous, sur la question du design des formations universitaires. Voilà, très rapidement brossé le chemin que je vous propose de suivre pour parler de ces sujets. Mais avant ça, parce que c'est toujours bien de savoir de quel point de vue on s'exprime, de quel type de recherche on parle, je voudrais qu'on consacre les 10 premières minutes à une présentation rapide de ce que font chacun de nos panélistes. Voilà, après tout, c'est pas mal de savoir ça. On commence avec Caroline Chaud. Je vous invite à prendre un petit micro, donc c'est la première séquence de cette table ronde. Petite présentation rapide de ce sur quoi vous travaillez, et vous êtes venu avec quelques petites images que je vous propose de diffuser au gré de votre présentation. Parfait. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Caroline Chaud, je suis chargée de recherche CNRS à l'Institut de mathématiques de Marseille. Donc je travaille en traitement du signal et des images. Plus précisément, en fait, je m'intéresse à la résolution de problèmes inverses, c'est-à-dire qu'à partir d'observations qui sont des mesures indirectes d'un objet, je cherche à estimer cet objet à partir des observations. Et comme vous pouvez le voir derrière, donc je travaille essentiellement sur des projets on va dire interdisciplinaires, pluridisciplinaires. Donc j'ai à cœur à travailler avec voilà des personnes d'autres domaines. Donc ici vous pouvez voir un spectre. Je vous donne le pouvoir. D'accord. Vous pouvez voir un spectre donc RMN 2D HSQC. Donc ce sont des données de chimie. Le problème inverse qu'on souhaite résoudre ici est donc de faire de la séparation de sources et donc de déterminer ce qui compose un mélange. Je travaille également. Alors, du coup, voilà. Donc ça, ce sont des spectres également, donc mais à une dimension cette fois-ci. Ce que vous pouvez voir sur la gauche, ce sont les sources que je souhaite estimer, et à droite, les mélanges dont je dispose. Voilà. Idem, un autre exemple. Ça, c'est la. C'est quoi cette grosse machine, oui? Cette grosse machine, donc, eh bien, c'est ce qui nous sert en fait à mesurer les spectres. Donc, ça génère un champ magnétique, et donc on mesure en fait, les réponses de certaines molécules. Et donc, j'ai tenu à mettre cette image parce qu'en fait, je souhaitais souligner que faire de la recherche interdisciplinaire, ça demandait également de comprendre tous les phénomènes physiques qui ont lieu dans les différents domaines que l'on considère. Et donc, il y a un travail de modélisation qui est important et qui prend en fait beaucoup de place dans mes recherches. Beaucoup de temps. Exactement. Et donc, une fois que cette modélisation est faite, seulement ensuite, se met en place des procédures d'optimisation, d'estimation, de détection, de séparation, etc. Et voilà, on passe merci beaucoup pour cette présentation très rapide. Et donc, du coup, on parlera notamment avec vous de ce travail pluridisciplinaire que vous faites avec des chimistes, ils sont à Marseille. Hein. Oui, quel type de questions ça pose en particulier sur la préparation des données? Est-ce que on parle le même langage entre donc les chimistes et puis vous autres, sémaphoriciens? On ne parle pas le même langage. Christian Wolf. Oui, une petite bonjour. présentation rapide. On va vous donner cette petite manette. Vous êtes venu aussi avec quelques petites images pour illustrer ce sur quoi vous travaillez. Bonjour, Christian Wolf, je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Lyon et au LIRIS. Et je travaille depuis quelques années, depuis le début de ma carrière, sur la vision par ordinateur et sur des tâches où la sémantique est assez importante. Donc rapidement, on s'est tourné vers l'apprentissage, surtout depuis l'arrivée du deep learning. Et suite à ça, j'ai commencé à travailler sur l'apprentissage aussi sur d'autres sujets. Traitement signal, mais bien aussi d'autres thématiques. Par exemple, récemment, je m'adresse beaucoup à tout ce qui est contrôle automatique par machine learning. Donc, traditionnellement, j'ai travaillé beaucoup sur le mouvement. Donc, j'ai oublié que c'est moi qui passe les slides. Donc, la reconnaissance d'activité, par exemple, la modélisation du mouvement, reconnaître les activités humaines dans une image, que ce soit par une caméra troisième vue ou première vue, comme par exemple ici. La reconnaissance des gestes, par exemple, mouvement sur une autre échelle.
Par exemple ici, la segmentation sémantique, ça veut dire détecter à un niveau pixel près les objets dans une image ou une vidéo, par exemple pour les voitures. Donc là, un exemple sur le traitement de signal. Donc on a des capteurs dans un appareil, dans un téléphone. Et on voudrait avoir un modèle invariant à l'échelle, hiérarchique, etc., mais appris à partir de données qui permet de reconnaître les utilisateurs. Donc là, la question qui se pose, c'est à quel point est-ce qu'on modélise les signaux et à quel point on apprend. Voilà. Merci. On reviendra sur ces questions de la place de la modélisation, évidemment. L'interaction intuitive et par apprentissage. On passe à Nicolas Thom. Alors, vous avez peut-être une dernière slide, Monsieur Wolf? Non, c'est bon. Un petit brief. Bonjour à tous, donc moi je suis Nicolas Thom, je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers, donc dans le laboratoire Cédric et dans l'équipe de statistique. Et donc moi je travaille principalement sur ce qui est les méthodes d'apprentissage statistique, machine learning, et sur le deep learning en particulier. Et en particulier, un de mes champs de recherche actuels consiste à voir comment adapter les modèles de réseaux de neurones profonds pour différents types d'applications concrètes. Donc là, j'ai mentionné certains de mes travaux, mes domaines d'activité les plus récents, donc en particulier en imagerie médicale, avec des tâches ici de segmentation d'images médicales abdominales ou thoraciques, ou des problèmes de diagnostic pour le cancer du sein, ou encore des problèmes de prédiction appliquées à la régulation énergétique, par exemple faire de la prédiction de production électrique dans une collaboration avec EDF. Et également des problématiques que j'ai mis là de conduite autonome, donc un peu similaire à ce qu'a présenté Christian avant, de segmentation sémantique sur ce genre de données. Donc ça, c'est un premier axe autour on va dire, de problématiques d'adaptation des modèles à un type de données. Également, un axe important qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on peut adapter les modèles d'apprentissage aux étiquettes. Donc les étiquettes, c'est ce que cherche à prédire la machine, donc typiquement une classe, une catégorie quand on fait de la classification d'images, et comment est-ce qu'on peut adapter les modèles aux étiquettes du monde réel qui sont un peu imparfaites. Donc imparfaites, ça peut être des étiquettes qui viennent du monde réel, qui sont bruitées, avec des étiquettes bruitées, par exemple des tags venant de réseaux sociaux, ou des étiquettes de segmentation qui sont incomplètes, comme c'est ce qu'on peut voir ici dans ces volumes 3D où on a des données où les médecins ont segmenté un certain type d'organes, mais pas tous sur les images. Et comment est-ce qu'on peut adapter les algorithmes à ce genre d'étiquettes? Et enfin, un dernier axe sur lequel je m'intéresse de plus en plus actuellement, c'est les questions liées à la robustesse décisionnelle des modèles de prédiction, d'apprentissage et de deep learning en particulier, notamment à travers des questions d'incertitude décisionnelle. Et donc il y a une réflexion autour de la capacité des machines d'apprentissage à associer une mesure de confiance à leur décision, en plus de la décision elle-même. Parlez bien dans le micro. Ok. Quand vous reprendrez la parole. Oui, très bien. Merci beaucoup. J'espère qu'on m'a entendu quand même. Oui. Parce qu'on a de très bons régisseurs. Merci encore une fois à l'équipe technique qui nous accompagne tout au long de ce colloque. Slide suivante. Je veux bien donner la parole à Jean Ponce pour une présentation en quelques mots. Merci. Donc, alors, allez-y. Non, vous n'êtes pas, c'est ce qu'on disait en préparant cette table ronde, spécialiste percé de traitement du signal. Non, donc moi je fais de la vision artificielle. Le traitement du signal, c'est assez périphérique à ce que je fais. Donc, ce qu'on fait en général, c'est essayer d'interpréter de manière automatique des images. Ça, par exemple, c'est de l'interprétation totalement non supervisée d'une vidéo. Vous donnez le film à la machine et la machine trouve le personnage qui apparaît le plus couramment dans la vidéo, et le personnage en question, c'est ce cochon. Et donc c'est intéressant parce que les grands succès de l'IA sont quand même très liés à l'apprentissage totalement supervisé, avec les problèmes de notation qu'on a évoqués tout à l'heure. Et là, il n'y a pas du tout de notation. Des fois, ça trouve le cochon, des fois, ça trouve les chiens, mais c'est pas tellement étonnant parce que les visages des animaux se ressemblent beaucoup les uns aux autres. On fait aussi des choses qui, là, n'ont rien à voir avec l'apprentissage, c'est des méthodes de photogrammétrie. Et ça, c'est des travaux interdisciplinaires, cette fois, avec une petite société qui s'appelle Iconem, excusez-moi, et le labo d'archéologie de l'ENS, où on applique ces techniques de photogrammétrie à la préservation du patrimoine culturel.
Néanmoins, je m'intéresse depuis quelques années à des problèmes de restauration d'image. Ça a commencé en fait pendant la thèse de Julien Méral qu'on avait co-encadré avec Francis Bach, où on s'intéressait à l'utilisation de modèles parcimonieux pour la vision. Mais en fait, évidemment, c'est des idées qui viennent du traitement du signal. On a commencé à regarder ça pour la restauration d'image. Et en fait, depuis, je continue. Alors, je continue à pas comprendre grand-chose, mais je travaille quand même pas mal là-dessus, en particulier avec mes collègues coréens et chinois. Donc là, le problème auquel on s'attache, c'est on se donne une image de profondeur de faible résolution, une image couleur de haute résolution, et on veut utiliser l'image couleur pour guider je sais pas comment dire en français, le upsampling, le zoom numérique sur l'image de profondeur. Ça, dans ce cas particulier, c'est avec des méthodes de traitement du signal relativement. Là, évidemment, les symboles sont mal passés, mais c'est des méthodes de traitement du signal relativement classiques avec des régularisateurs non convexes. Et encore une fois, là, on modélise, après on regarde quelle est la bonne méthode d'optimisation, et puis ça donne des bons résultats. Mais aussi, sur le même problème, on adapte maintenant des méthodes d'apprentissage et d'apprentissage profond. Dans ce cas-là, par exemple, ce qu'on a fait, c'est une méthode qui a en gros apprendre à faire des moyennes non locales, plus ou moins. Et avec ça, vous obtenez d'excellents résultats avec une méthode qui donne des résultats qui sont 2 fois meilleurs que l'état de l'art et qui vont beaucoup plus vite. Et pour terminer, l'IA, ça m'intéresse un petit peu en général et je m'y suis intéressé beaucoup depuis 2 ans puisqu'on a monté un des 4 instituts 3IA français qui s'appelle Prairie et qui est à Paris, qui va démarrer maintenant. Voilà. Et enfin, Rémi Gribonval, on vous laisse le micro et la petite zapette. Monsieur pense, je veux bien que vous lui donniez pour une présentation flash de ce sur quoi vous travaillez. Vous venez de Rennes, je l'ai dit. Donc, je suis à Rennes. J'étais à Rennes jusqu'à encore il y a un mois. Je rejoins l'ONS Lyon et je suis donc le directeur de recherche INRIA. Et donc, j'étais jusqu'à peu responsable d'une équipe où on s'intéresse donc au traitement du signal notamment pour l'audio. Donc avec tout un volet d'aspects mathématiques du traitement du signal pour comprendre les conditions de fonctionnement et de succès d'un certain nombre d'algorithmes, notamment basés sur des modèles dits parcimonieux. Et donc le contexte principal d'application, c'est le domaine de l'acoustique, la musique, etc. Donc on capte des données avec des microphones, mais en fait le type d'information qu'on peut vouloir extraire peut être de la visualisation, de l'imagerie, voilà, un certain nombre de tâches de traitement du signal. Pour ça, bien sûr, on est obligé à faire de la modélisation. Et donc, c'est un mot-clé qui est revenu déjà un certain nombre de fois. Il y a vraiment tout un historique, une culture autour de, on va dire, la modélisation physique et puis le développement de méthodes, la caractérisation de la robustesse de ces méthodes par rapport aux erreurs de modélisation. Tout ça ancre également le traitement du signal quand on fait des méthodes dans l'informatique, puisqu'il faut développer des algorithmes. Donc on s'appuie sur la machine, mais on l'alimente avec des modèles. Alors avec ici une petite illustration sur le problème de la séparation de sources qui m'a longtemps occupé, et puis un certain nombre de collègues ici reconnaîtront aussi une trace de leurs travaux. Pendant longtemps, on s'est focalisé sur la conception de méthodes qu'on règle sur des petits jeux de données. Pour anticiper un petit peu sur ce qui sera discuté plus tard, je crois que la question de l'apprentissage, c'est un petit peu le passage à l'échelle et l'industrialisation du réglage des paramètres des algorithmes, mais ça soulève aussi des nouvelles questions, des questions de type de passage à l'échelle. Donc, quand on a beaucoup de données, c'est un avantage, c'est une opportunité. On a peut-être de la pertinence statistique, mais c'est aussi un défi en termes de ressources de calcul et d'empreinte énergétique. Et puis, ça pose des nouveaux défis qu'on n'avait peut-être pas anticipés ou qui n'étaient pas classiques dans le domaine du traitement du signal, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'en préoccupe, notamment en termes de confidentialité, puisque et on y reviendra d'ailleurs dans cette table ronde. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Rémi Gribonval. Voilà, pour cette petite présentation très synthétique, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir bien voulu présenter en quelques mots vos travaux. Je me tourne tout de suite vers Madame Chaud. Au regard, alors vous aviez ça aussi à présenter, apprentissage compressif. Voilà, je vous ai coupé la parole un peu rapidement. On passe désolé, mais vous allez pouvoir revenir sur vos travaux. C'est
C'est une chose certaine tout au long de cette table ronde. Alors, au regard de tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il existe aujourd'hui, d'après vous, madame, messieurs, une définition précise du traitement du signal qui ferait consensus dans la communauté? Et même question pour l'intelligence artificielle. Qui se lance? Madame Chaud, par exemple. Allez, hop. Pourquoi moi? Alors, ouais. Parce que vous êtes la meilleure. Bien évidemment. Et pourquoi vous rigolez? Je sens que ça va être une super table ronde. Allons-y. Donc, la définition de traitement du signal, c'est ça? Oui, est-ce que pour vous, c'est une question qui ne se pose plus, tout simplement? Voilà. Voilà. Non, c'est vrai que quand on me pose tout dépend. Après, ça dépend qui nous pose la question déjà. Voilà, ça va, c'est moi. Voilà. Donc là, vous avez une assemblée de gens qui travaillent en traitement du signal. Donc je pense que voilà, on a plus ou moins tous notre propre définition, mais on s'accorde sur plein de points. Après, si c'est plus pour de la vulgarisation, c'est pas évident, sachant que c'est un domaine qui recouvre plusieurs autres domaines. Donc il y a les mathématiques, la physique, etc. Donc voilà, c'est un peu un domaine à l'interface, donc c'est pas facile de l'expliquer. Mmh. Donc je dirais qu'il n'y a pas une seule définition en fait. Monsieur Tom, sur cette question du périmètre. Alors pourquoi je pose la question des définitions floues? C'est parce que le thème de la table ronde, c'est bien intelligence artificielle versus intelligence artificielle, et que donc la question se pose de savoir si des malentendus éventuels ou des questions qui se posent sur l'articulation des deux ne viennent pas tout simplement du fait que quand on parle d'intelligence artificielle ou quand on parle de traitement du signal, on ne met pas tous toujours les mêmes choses sous ces notions. Voilà pourquoi je vous propose de répondre à cette question. Traitement du signal, est-ce que c'est maintenant quelque chose qui ne fait plus question sur la manière dont ce que c'est? Alors la définition du traitement du signal, pour reprendre une définition très générale, je pense que pour moi elle est moins problématique ou questionnante que la définition de l'intelligence artificielle qui est utilisée un peu à toutes les sauces actuellement. Donc le traitement du signal, on cherche d'une manière très générale à interpréter, à analyser, à traiter les données qui sont des données de nature signaux en entrée. Et intelligence artificielle, c'est un terme très galvaudé qui peut revêtir des réalités très différentes. Qui a connu des périodes aussi très très différentes, donc je pense que c'est plus difficile à définir. Moi je pense qu'entre traitement du signal et intelligence artificielle, un bon point de distinction, c'est l'aspect représentation des données. Comment est-ce qu'on représente les données? Dans l'intelligence artificielle un peu traditionnelle, historique, les gens sont beaucoup intéressés à des problèmes de résolution de problèmes formels, dans lesquels les espaces de représentation des données étaient bien spécifiés, bien définis. Et dès lors qu'on attaque des problématiques de reconnaissance un peu plus évoluées sur des signaux continus comme les images ou comme l'audio, il se pose un problème de représentation des données parce que les données brutes ne sont pas adaptées pour décrire la complexité de la tâche. Donc je pense que cette question de représentation des données, après, ça a été un objet d'étude très étudié en traitement du signal. Quel type de représentation des données on va définir? Des représentations fréquentielles, des représentations temps-fréquence, des représentations qui vérifient des contraintes de parcimonie. Plein de gens ici qui en parleraient beaucoup mieux que moi, mais ça a été aussi un objet d'étude intense. Et après, maintenant, la nouvelle vague de l'IA avec le machine learning et le deep learning, ça a un petit peu abandonné ces aspects de modélisation, dans le sens où la représentation des données est apprise automatiquement par la machine à partir de grands volumes de données étiquetées. Et que donc, ce que ça a montré, en tout cas d'un point de vue expérimental, c'est la capacité de ces nouvelles machines d'apprentissage à exploiter les grandes masses de données étiquetées actuelles et à remplacer l'effort de modélisation par l'apprentissage de représentation. Donc pour moi, c'est au niveau de la représentation des données que les définitions doivent se distinguer. Monsieur Ponce, sur l'intelligence artificielle, Monsieur Tom a dit à l'instant, terme galvaudé, ou c'est le terme que vous avez utilisé à l'instant, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une notion dont on nous, j'allais dire bassine, mais comme on n'est pas en direct, je peux le dire, zut. Est-ce que c'est trop utilisé, mal utilisé? Non, je pense que c'est important de l'utiliser parce que moi, quand je suis plus vieux que mes camarades, j'ai connu les années 80 et 90, l'intelligence artificielle, où c'était un mot qu'on n'appréciait pas tellement, en fait.
Alors qu'au début, c'était une discipline très prometteuse, enfin, une discipline, en tout cas, un Mais champ de recherche mais très... à l'époque, c'était pas si prometteur que ça. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est important d'utiliser ce mot-là parce que sinon, les gens ont tendance à confondre intelligence artificielle et apprentissage statistique. Et il y a des domaines de l'intelligence artificielle, par exemple en vision, par exemple en robotique, où il n'y a pas d'apprentissage du tout. Et donc, non, la vision n'est pas un sous-ensemble de l'apprentissage, non, la robotique n'est pas un sous-ensemble de l'apprentissage. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques qui permettent à des machines d'avoir des capacités utiles qui rappellent un peu celles des êtres humains. À mon avis personnel, les disciplines en question qui ont fait les disciplines qui ont fait le grand succès de la révolution de l'intelligence artificielle sont principalement l'apprentissage statistique, pas uniquement l'apprentissage profond, la vision, la robotique, le traitement du langage naturel et du speech. J'ai dit la robotique déjà, et la robotique. Donc, et c'est ça qui, à mon avis, a fait la grosse différence. Et je pense que, évidemment, il y a d'autres sous-domaines de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un mouvement pour l'intelligence artificielle se réunifie d'une certaine manière. Autour de l'apprentissage? Autour de l'apprentissage ou pas, mais par exemple, si vous prenez si vous prenez une voiture autonome, dans une voiture autonome, vous allez avoir un système de perception visuelle, vous allez avoir un système de navigation, vous allez avoir un système de planning, vous allez avoir un système d'interface peut-être avec l'utilisateur. Tous ces trucs-là sont empilés dans un système extrêmement complexe et il va falloir maintenant construire des techniques qui permettent de réintégrer une partie de ces domaines. Et si je peux me permettre un dernier mot, je pense qu'une des choses intéressantes des progrès récents, en tout cas de ce qui se passe en deep learning aujourd'hui, c'est justement c'est un problème de modélisation qui est un peu fait à l'aveugle, mais on apprend une représentation des données. Et cette représentation des données, c'est vraiment, à la fin, le classifier, le régresseur, c'est les mêmes qu'avant, c'est des choses linéaires, mais la représentation des données est apprise, et il y a beaucoup de talent qui a été mis à la construction de l'architecture qui permet d'apprendre cette représentation. Le fait d'avoir ces architectures convolutionnelles, c'est clé au succès du deep learning. Donc il y a de la modélisation là aussi, et je pense qu'il y a beaucoup en commun, en fait, entre le traitement du signal et l'intelligence artificielle. Il faut garder la notion d'intelligence artificielle, Christian Wolff. C'est une notion qui, en dépit de son... Vous avez un micro ? Qui, en dépit de son scope assez large, doit être conservée. Elle n'est pas source de malentendus, elle est pertinente. Je suis pas sûr d'avoir compris la L'intelligence question. artificielle, faut-il... est-ce que c'est une notion pertinente ? Est-ce que ça recouvre vraiment des... il faut garder, comme disait Monsieur Ponce à l'instant, cette notion et pas la mettre aux oubliettes comme on peut l'entendre parfois dans la communauté où on entend un peu d'agacement vis-à-vis de cette notion, en particulier du fait de sa popularité récente. Est-ce que c'est une notion qu'il faut continuer à assumer et parler d'intelligence artificielle comme discipline constituée, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Je pense que Jean-Yves a déjà pas mal répondu à la question, mais je voudrais juste ajouter que c'est peut-être plus un problème de mots en fait que d'autres choses, parce que en soi les choses n'ont pas changé depuis 20 ans, on a juste renommé maintenant les choses. Depuis 20 ans, le machine learning fait partie de l'IA, c'est juste que les gens qui faisaient du machine learning, ils ne revendiquaient pas l'IA. Maintenant ils le font pour certaines raisons, peut-être un peu aussi parce que les grandes entreprises ont commencé à faire ça. J'ai plusieurs mots à dire, je pense que Jean a déjà dit pas mal de choses, mais entre autres aussi parce que le machine learning a depuis quelques temps permis de répondre à des problèmes que l'IA avait comme objectif. Donc le machine learning il y a 10 ans n'était pas capable de produire les résultats qu'il est en train de faire maintenant. Et maintenant, d'un point de vue juste purement applicatif, le machine learning est capable de produire des systèmes, par exemple, qui détectent des personnes dans des images avec pas mal de robustesse. Ça marche pas à 100%, mais ça marche suffisamment bien pour que les industriels s'en servent. Et le grand public n'a pas forcément quelque chose à comprendre quand il entend machine learning ou apprentissage. Par contre, intelligence artificielle, ça fait un peu robot, Terminator, etc. Donc ça se comprend bien. Et par ce biais, GAFAM... Est-ce que ça en soi, c'est pas un danger ? Oui, c'est un danger parce que ça peut créer des conflits au sein des différentes communautés, hein, parce que voilà, on travaille tous dans des communautés qui se chevauchent, et il faut travailler sur ces choses-là. Maintenant, une fois que le terme IA s'est établi, on ne peut pas dire que je ne fais pas de l'IA. Donc j'ai des collègues qui disent non, je ne fais pas des machine learning, je fais des machine learning, je ne fais pas de l'IA, je n'utiliserai jamais les termes. Ils sont un peu forcés de le faire maintenant parce que c'est comme dans les Larousse, les mots
change. Hein. Donc on utilise Walkman maintenant, alors qu'on a essayé de dire baladeur. L'IA maintenant, c'est devenu le terme qu'on utilise pour ce genre de technique-là. Maintenant, il faut comprendre ce qui est derrière les mots. Ouais. En fond, c'est des mots, en fait. Ouais. Donc, il faut comprendre ce qui est derrière les mots. Si je peux me permettre, encore une fois, il y a une grande partie des succès de l'IA qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage. En robotique, le grand succès, sans doute, ce qu'on appelle le SLAM, c'est la localisation, la modélisation automatisée à partir de capteurs, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage. Les méthodes que j'ai montrées de photogrammétrie, qui sont extrêmement utilisées dans les effets spéciaux, cinéma, etc., n'ont rien à voir avec l'apprentissage. Donc il faut pas. L'apprentissage est au cœur de nombreux travaux en IA, mais ne représente pas que ça. Et encore une fois, il y a aussi le problème de modélisation sur les problèmes auxquels on s'attache, qui vient bien avant les problèmes d'optimisation liés à l'apprentissage. Rémi Gribonval, c'est extraordinaire cette évolution de l'intelligence artificielle. Je reviens sur cette notion. Il y a quelques années, c'était avant les avancées considérables réalisées en matière de deep learning, c'était presque un peu ringard la notion d'intelligence artificielle. Et puis il y a eu un retour en force de la notion avec les succès de cette discipline, du deep learning notamment. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans les pratiques de recherche en matière de traitement du signal? Est-ce que vous avez pu mesurer ça? Est-ce que vraiment il y a eu un avant, un après? Comment vous avez vécu, vous, cette arrivée ou cette relance des techniques d'intelligence artificielle dans le jeu qui était avant celui du traitement du signal? Je ne sais pas si c'est ringard, mais c'était ringard, mais enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'évoquait il y a quelques instants. Donc, il y a eu un hiver de l'intelligence artificielle. Un hiver de l'intelligence artificielle. En fait, je voudrais rebondir un petit peu aussi sur l'interprétation qu'est-ce que c'est que le champ de couverture de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai un peu l'impression aujourd'hui que, pour diverses raisons, notamment parce que finalement il y a des financements aussi dans ce contexte, sur l'intelligence artificielle, ça devient presque le nouveau nom pour les sciences pour l'ingénieur. Le nouveau nom pour les sciences pour l'ingénieur. Oui, puisque ça couvre pas seulement l'apprentissage, mais finalement un ensemble de domaines où on met de l'intelligence humaine et en partie des techniques d'apprentissage et d'automatisation des réglages au service de la conception de systèmes intégrés, complexes, qui vont résoudre un certain nombre de tâches pour notre quotidien. Donc, il y a vraiment une question de mots, et d'ailleurs, on n'a pas forcément envie d'utiliser les mêmes mots au sein de nos communautés où on a peut-être une taxonomie un petit peu plus fine sur les domaines et les sous-domaines. C'est pour ça que c'est un peu difficile de trouver le nom aussi de ceux qui font du traitement du signal ou ceux qui font de l'intelligence artificielle. Par contre, il y a effectivement des vraies questions qui se posent vis-à-vis de la société. Comment on présente et quelle est la largeur de couverture de ces domaines. Allez, je me tourne 30 secondes ou plus si nécessaire, vers la salle, vers vous, pour savoir si cette notion d'intelligence artificielle, globalement, vous la trouvez plutôt pertinente, vous l'utilisez au quotidien, elle vous choque pas, ou est-ce que, quand vous la voyez dans la presse, ou quand on vous en parle, ça vous agace? Première question, donc, est-ce que vous trouvez que cette notion d'intelligence artificielle demeure pertinente? Si j'interprète votre réponse, c'est-à-dire que personne... Voilà, il y a une main qui se lève. Vous êtes le seul, monsieur. Merci d'avoir participé. Non, c'est une vraie question. Est-ce que vous considérez que cette notion d'intelligence artificielle demeure pertinente dans votre activité de recherche? Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je dirais personnellement que, moi, quand j'entends ou quand je vois... Alors, je viens juste en une phrase, comme vous disiez qui vous êtes. Je dirais que ça me plaît pas, la définition de l'intelligence artificielle. Alors, je veux bien que vous me disiez juste en une phrase de quel institut vous venez. Je viens de laboratoire Lagrange à Nice et je travaille, je fais du traitement de signal de graphe. Et du coup, par rapport à la question, moi, je dirais que quand j'entends de l'intelligence artificielle, c'est un peu trop pour moi parce que finalement, un logiciel qui, je sais pas, qui est à l'intérieur d'un aspirateur automatique n'est pas intelligent. Enfin, il sait pas ce qu'il fait. Donc, notion qui serait abusive. Une réaction? Je pense que personne dit qu'un
aspirateur automatique est intelligent. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il y a relativement peu de gens qui se prennent la tête avec ces trucs-là. Les gens de la singularité, les gens de la strong AI, etc. Je pense que c'est une petite minorité qui n'intéresse pas grand monde. Par contre, se rendre compte qu'il y a un certain nombre de techniques importantes et utiles qui sont en train de se développer, et il faut le faire. Et là-dedans, on peut inclure des choses qui ont à voir avec les facteurs humains, avec la science cognitive, etc. Il y a plein de choses qui ont des intérêts communs pour développer des techniques qui peuvent avoir des impacts importants pour nous et qui je sais pas comment dire, mimiques, qui imitent un petit peu la manière dont les gens, les capacités des gens en tout cas, peut-être pas la manière dont ils le font. Merci. On va parler maintenant à moins que quelqu'un d'autre souhaite réagir, non, l'essor des techniques de l'intelligence artificielle signe-t-elle à terme la mort de la modélisation? On revient donc sur ce mot-clé de modélisation. Ah, pardon, excusez-moi. Une question de la salle. Allez-y, n'hésitez pas. Je veux bien juste que vous m'indiquiez d'où vous venez finalement, madame. Ok, bonjour. Moi, c'est Kuburatu Idjaton. Je viens du laboratoire PRISM de l'Université d'Orléans. Je souhaite réagir par rapport à la question précédente. Oui, très bien. Déjà, il faut qu'on reparte et qu'on puisse accorder sur la définition qu'on a de l'intelligence artificielle. Jusque-là, si je ne me trompe, c'est la science qui nous permet de donner à l'ordinateur ou à des systèmes des capacités pour lesquelles ce sont les humains qui sont reconnus exceller là-dedans. Ou bien? Alors, est-ce que c'est une approche définitionnelle qui vous semble pertinente, Monsieur Wolf? Je suis pas à 100% d'accord parce que vous avez pas mal de domaines dans l'intelligence artificielle où l'humain n'est pas très fort. Donc, par exemple, si vous calculez le plus court chemin dans un graphe, c'est clairement partie de l'IA. L'humain n'est pas très fort dans ça. La résolution de problèmes de contraintes, par exemple, satisfaction de contraintes sur des systèmes avec des milliers ou des millions de contraintes. L'humain est il est pas très fort dans ça, alors qu'il y a des systèmes qui peuvent le faire et ça fait partie clairement de l'IA. Oui, mais donc, je juste dire que j'ai envie de refuter un peu votre définition, mais je peux pas vous donner une autre. C'est ça les problèmes. Donc pour moi, l'IA, c'est tout système qui peut prendre des décisions complexes dans un environnement à des décisions dans un environnement complexe. Mais définissez le mot complexe. Donc c'est pas très simple. Ok, donc je m'accorde bien sur sa définition. Et je trouve que on en est arrivé à faire à des ordinateurs des choses bien meilleures que l'humain faisait parce qu'on était parti à la base de lui faire de ces choses-là qu'il n'y avait pas de système qui faisait. Donc si on se base sur cette définition, dans tout ce qu'on fait, je rejoins un peu... Monsieur Ponce? Il n'y a pas que de l'apprentissage, il y a des méthodes. Oui, c'est une valise à outils finalement, l'intelligence artificielle, avec plein d'outils, de logiciels, de dispositifs qui sont mis à la disposition. Donc, si on se base sur ça, ça existe vraiment. Et c'est bien différent c'est bien un peu... c'est pas intéressant de ne pas reconnaître que ça n'existe pas, parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels on arrive à faire des... Écoutez, merci pour votre contribution. En tout cas, on voit que le périmètre notionnel de l'intelligence artificielle fait pas clairement l'unanimité. En tout cas, il y a une chose qui fait l'unanimité, c'est la notion de modélisation. Elle est chamboulée. La manière dont on fait des modèles est chamboulée, impactée par l'intelligence artificielle. Est-ce que, au gré de vos recherches, vous pouvez nous dire en quoi ça change le métier de signaleur ou de professionnel du traitement du signal? On va faire un sondage ensuite pour savoir comment il faut appeler les professionnels de traitement du signal. Madame Chaud, peut-être. Un point important, en fait, c'est que si on souhaite apprendre une modélisation sur des signaux, encore faut-il avoir une base d'apprentissage, ce qui veut dire réunir quand même de nombreuses données, bien formatées en plus. Voilà, bien formatées, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas, je parle de mon expérience. Voilà, je peux pas demander aux chimistes de me générer plusieurs centaines de signaux, juste pour moi, juste pour que je puisse apprendre. C'est quelque chose, en tout cas, qui est difficile. C'est d'autant plus difficile si je leur demande effectivement un formatage particulier. Souvent, il n'est pas rare qu'on leur demande déjà un jeu de données qu'on essaye d'exploiter, et puis il y a plein de choses qui vont pas dans la manière, dans l'acquisition.
Et en fait, c'est extrêmement difficile d'avoir cela. Donc, le problème de format, en fait, c'est un problème puisque ça veut dire imposer aux autres disciplines un format qui nous arrange nous. Donc ça, déjà, c'est compliqué. Et après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si déjà on a des signaux sur lesquels travailler, c'est bien, mais on aimerait pouvoir les partager pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent travailler sur ces signaux. Et ça aussi, ça pose problème, c'est pas facile. Pourquoi ? Vous voulez dire que culturellement, on ne sait pas, on n'a pas tendance à vouloir partager les données qu'on a à sa disposition, ou bien c'est pas un problème culturel, c'est autre chose, problème de dispositif technique ? Je pense qu'il y a des choses qui commencent à être mises en place, notamment pour du partage de code, des choses comme ça. Pour le partage des données, c'est encore un peu... il y a des histoires de propriété, et ça, c'est pas encore bien mis en place. Alors peut-être qu'il y a des endroits où c'est... Il y a des protocoles d'open science maintenant qui commencent à percer, et je pense que quand on veut partager ces données aujourd'hui, c'est possible, sous une licence open science. C'est possible. Je pense que c'est une procédure qui est pas spécialement courte. Je pense que c'est un peu long et il faut avoir le désir de le faire. Et encore une fois, c'est pas toujours la volonté des gens avec qui, les gens qui travaillent sur ces données. Donc, je veux dire, c'est encore une contrainte supplémentaire qui veut dire se renseigner, prendre du temps pour pouvoir les partager. Donc finalement, il y a plein de personnes qui ne prennent pas ce temps-là, en tout cas. Comment vous répondriez, Monsieur Tom, à cette question de savoir si à terme, bien sûr, question un peu exagérée peut-être dans sa formulation, l'intelligence artificielle signe la mort de la modélisation, parce que finalement, on a des machines, on met dedans, je caricature, plein de données massivement étiquetées, et puis on a des résultats, ça marche. Puis si ça marche, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à passer du temps à faire des modèles finalement ? Oui. Je vais commencer par répondre en rebondissant un petit peu sur la question de l'aspirateur. Donc je pense que c'est effectivement un aspirateur, ça pose des questions importantes parce que dans le sens commun, on n'envisage pas vraiment un aspirateur. Non mais arrêtez, c'est gênant. Et pour autant, le succès de l'IA, un peu de machine learning, deep learning model, il repose avant tout sur des succès pour des tâches de perception qui sont assez proches de ce que fait un aspirateur, donc des tâches de perception plus évoluées, de reconnaissance d'image, de reconnaissance audio. Mais c'est à ce niveau-là que vraiment le fait de passer par un apprentissage de représentation, le fait d'abandonner en quelque sorte temporairement les aspects de modélisation et d'exploiter des gros volumes de volets étiquetés a permis de franchir vraiment un palier en termes de performance et d'atteindre des niveaux de performance bien supérieurs à ceux qu'on obtenait il y a 10 ans maintenant. Donc ça, c'est un premier élément de réponse sur cette réalité de la modélisation qui en a pris un coup, elle est bien réelle de par ses performances dans des champs divers et variés, et c'est des performances qui traitent avant tout de problématiques de perception, qu'on appelle perception au sens large, et qui sont assez proches finalement de ce que fait un aspirateur automatique. Donc ça, voilà. Après, moi, le deuxième élément de réponse, c'est effectivement maintenant où est-ce qu'on en est en termes de modélisation, et moi je rejoins ce qui a été dit par à peu près tout le monde, et qui a été dit de nombreuses fois par Jean là-dessus, sur le fait que la modélisation, elle va, à mon sens, revenir nécessairement pour aller au-delà des systèmes actuels et des performances actuelles qu'on a atteintes. Pourquoi ? Et en particulier, un aspect, il y en a beaucoup, mais d'une manière très générale, on comprend actuellement assez mal la façon dont ces systèmes état de l'art fonctionnent, les réseaux de neurones profonds en particulier. On comprend algorithmiquement comment ils fonctionnent, mais pourquoi est-ce qu'ils donnent des résultats si performants, c'est quelque chose d'assez mal compris. Et un point pour revenir par rapport à moi, un sujet de recherche qui m'intéresse actuellement, c'est tout ce qui est robustesse prédictive, par exemple. Les systèmes marchent bien en moyenne, mais ils ne sont pas nécessairement robustes. C'est des systèmes qui ne vont pas avoir une prédiction, une décision prédictive qui est nécessairement robuste. Ils ne sont pas nécessairement stables, par exemple. On a eu des présentations ce matin à ce sujet. Stables dans le sens où, si on a une petite variation de l'entrée, on ne peut pas garantir que le système ne va pas produire une décision totalement différente de la donnée initiale. Donc ça, c'est problématique. Il y a des problèmes d'incertitude décisionnelle dont je parlais. Les modèles à état de l'art actuel, il n'y a pas de manière évidente et triviale pour fournir un score de confiance associé au score de prédiction du modèle lui-même. Et ça pose des questions, au-delà des questions effectivement fondamentales de compréhension des réseaux, ça pose des questions pour le déploiement de ces systèmes dans tout un tas de champs applicatifs où le fait d'avoir une garantie sur le fonctionnement du système est très important, de fiabilité,
Et donc, d'une manière générale, dans tous les champs où il y a des enjeux critiques de sécurité ou de santé publique, la médecine, Oui, l'approximation et pas de ça pose souci. Rémi Gribonval, vous vouliez réagir sur cette question? Oui, en fait, je crois que finalement, une des questions qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot modélisation et qu'est-ce qu'on met derrière comprendre ce qu'on fait. Enfin, j'ai envie de quelque part de faire une petite expérience de pensée, se remettre deux siècles en arrière, une époque où il y avait des travaux en physique. Qu'est-ce qu'on avait comme outil de modélisation? On établissait des relations, on faisait des mesures expérimentales, on a établi des relations entre, je sais pas, la pression, la température, etc., dans certaines conditions contrôlées, avec les outils dont on dispose, la multiplication, l'addition, on établit des lois de base. Quelque part, j'ai l'impression que ce qu'on fait aujourd'hui avec des outils tels que les réseaux de neurones, je parle même pas forcément d'apprentissage, c'est le polynôme du 21e siècle où on essaye de fitter des lois. On peut observer des relations entre des phénomènes. Par contre, j'ai l'impression que ce qui a été établi par la physique à travers des siècles, c'est aussi la capacité à partir de lois élémentaires qui ont été observées, qui ont été testées, revalidées, aussi des travaux qui permettent ensuite de composer toutes ces connaissances et pour prédire des choses de plus en plus complexes à partir d'apprentissage qui est dans des cadres bien contrôlés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui nous manque un petit peu, et ça serait vraiment une étape à franchir, c'est trouver un moyen de faire en sorte que ce qu'on arrive à apprendre, les modèles qu'on arrive à construire par apprentissage sur tel et tel jeu de données bien contrôlé, réussir à les agréger, à les composer de façon à pouvoir extrapoler de façon fiable au-delà de ce qu'on a pu observer. Monsieur Wolf et Monsieur Ponce, pardon. Non, allez-y, Monsieur Wolf, et ensuite Monsieur Ponce. Je pense que vous avez aussi plein de choses à dire là-dessus. Je voudrais continuer sur ce que tu as fait sur ce qu'on met derrière les mots modélisation, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il y a du travail pour plusieurs champs de disciplines pour modéliser. Et je pense surtout, là où le succès, il a le plus de succès en machine learning, ça a été dit, vision par ordinateur, reconnaissance des paroles, traitement automatique de la langue. Et en fait, ces disciplines avaient leur façon de modéliser. Donc, il y avait des linguistes qui travaillaient en TAL, il y avait en vision, il y avait beaucoup de géométrie, par exemple, Jean a beaucoup travaillé là-dessus. En traitement de signal, il y avait des propres modélisations mathématiques des signaux. Et ensuite, en fait, est venu le deep learning. Et en fait, ça faisait, mon interprétation de la chose, c'est qu'on avait un peu un air où on a oublié la modélisation d'un certain moment parce qu'on a découvert un nouvel outil. Donc on a récolté le fruit qui est bas dans l'arbre. Hein. Donc on a balancé les réseaux de neurones à tout azimut sur tout n'importe quoi. On a récupéré des très bons résultats et maintenant on revient. On revient sur la modélisation et de plusieurs manières. Donc, dans les disciplines où on a utilisé par exemple la géométrie, etc., on peut injecter ces modélisations dans les réseaux de neurones et c'est par exemple inutile de dire que si j'ai une certitude complète sur certains aspects de mon application, pourquoi la prendre? Si j'ai une caméra et je sais que cette caméra suit la géométrie projective, et je peux injecter la géométrie projective dans mon réseau de neurones. C'est pas la peine de l'apprendre, c'est une certitude. Par contre, il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai pas de certitude, là j'apprends. Pareil dans d'autres aspects. Maintenant, c'est un peu différent selon les champs de discipline. Par exemple, en traitement automatique de la langue, il est devenu de plus en plus compliqué de modéliser, mais ça, c'est une discussion qui n'est pas nouveau. Donc, j'ai trouvé une citation de l'année 1988, un chercheur qui s'appelle Jelinek, il me semble, MIT, qui avait dit à chaque fois que je vire un linguiste, j'obtiens les meilleurs résultats. Donc, évidemment, c'est un peu pour provoquer, mais en tous les cas, toute cette discussion pour qu'est-ce que je modélise et qu'est-ce que j'apprends, elle est très vieille, elle est très difficile. Très souvent, on a l'impression, on est l'expert, on veut modéliser. On a dit, on a une très bonne idée, cette chose-là, elle est complètement verte, c'est une fonction, c'est une boîte noire, je vais la modéliser, mais c'est pas toujours garanti qu'en faisant ça, on obtient des bons résultats. Et je termine sur la dernière chose, et après, on a aussi la modélisation qui est faite, de ça que parlait Nicolas, en machine learning. Donc, il y a la modélisation qu'on peut faire sur la géométrie, sur la langue, quand on est du domaine que veut résoudre le machine learning. Et après aussi, on peut faire la modélisation en machine learning même. Et là, il y a toute une théorie qui est très très vieille, mais qui est chamboulée par l'arrivée des réseaux types, parce qu'il y a pas mal de choses, des théories qui ont été bâties sur les systèmes purement linéaires, par exemple, parce qu'on les maîtrise bien,
Et une fois qu'on arrive avec les réseaux deep, on se rend compte, mais en fait, ces systèmes-là ne suivent pas du tout la théorie qu'on connaît. Donc là, il y a maintenant la modélisation de type machine learning qui prend là-dessus. Donc effectivement, je pense aussi qu'il y a beaucoup de différents types de modélisation qui peuvent se faire. Des modélisations et donc pas une seule modélisation. Monsieur Ponce, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors, je voulais dire deux choses. Un, c'est que, en tout cas, dans la petite partie du traitement du signal que moi je connais un peu, qui est la restauration d'images, une des choses agréables, c'est que c'est en général facile d'engendrer beaucoup d'exemples, parce qu'au lieu de l'horrible effort d'annotation qu'on a en général, on maîtrise assez bien justement le modèle de corruption des images. Et avec un beau modèle de corruption des images, on peut fabriquer autant d'exemples qu'on veut, ce qui est quand même une chose intéressante. D'autre part, je pense qu'il y a quand même, alors quand on travaille avec des industriels, effectivement, ils sont peut-être pas toujours prêts à partager leurs données, mais je pense que certainement dans ma communauté, certainement en apprentissage, et je pense aussi en traitement de signal, je pense à ce que fait Morel et des gens comme ça, il y a aussi un gros effort de reproductibilité et de partage des données. Enfin, il y a évidemment un problème de fiabilité. D'après ce que je comprends, je ne suis pas quelqu'un d'apprentissage non plus, mais d'après ce que je comprends de l'apprentissage, les seules garanties qu'on peut avoir, c'est quand les données qu'on va observer obéissent à la même distribution que les données qu'on a utilisées à l'entraînement. Et quand on va déployer une méthode d'IA in the wild, si on va mettre une voiture autonome, on n'aura jamais observé au moment de l'entraînement toute la variabilité qu'on va observer au moment du déploiement. Et ça va être un vrai problème. Mais je ne suis pas certain que, alors je ne connais pas bien le traitement du signal, mais les garanties qu'on peut avoir dans les méthodes de traitement du signal, j'imagine, correspondent à des modèles statistiques des données qu'on a. Et si les données, j'imagine, j'en sais rien, peut-être j'ai tort, si j'ai une bêtise, corrigez-moi. Et si ces modèles ne sont pas vrais dans les données réelles, vous allez avoir les mêmes difficultés. Mais le problème de fiabilité va être un problème énorme pour le déploiement de toutes ces techniques. Je vous propose d'avancer dans cette table ronde. Quel secours mutuel finalement? On a commencé un tout petit peu à en parler, vous l'évoquiez Monsieur Grivenval, sur l'articulation entre les techniques d'apprentissage et ce que fait le traitement du signal. Qu'est-ce que peuvent s'apporter finalement ces deux disciplines pour le futur? Comment vous imaginez la poursuite des recherches en traitement du signal au gré de ce que peuvent apporter les techniques d'intelligence artificielle finalement? Je crois que ça a déjà largement commencé, c'est-à-dire que c'est vraiment des disciplines qui se fécondent mutuellement. Je pense que les succès je veux pas restreindre l'intelligence artificielle à l'apprentissage au réseau de neurones, mais il y a quand même toute une phase pour les premiers succès des réseaux de neurones ont été quand même obtenus avec des architectures dont la conception elle est fortement inspirée de toutes les chaînes de traitement qui avaient été conçues en vision, en signal, avec des outils vraiment, je dirais, classiques dans ces domaines, des convolutions, etc. Donc il y a tout un historique qui vient du traitement de l'image, de la vision et du signal qui est à la base de ces succès. Et puis, même s'il y a des travaux sur des techniques de bout en bout pour mettre de l'apprentissage sur un certain nombre de tâches, ce qui est le plus vraisemblable, c'est qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels certaines briques des traitements, certaines architectures relativement fonctionnelles ont des briques qui sont bien comprises, et puis d'autres où de toute façon on repose déjà sur des approches un peu plus empiriques ou des réglages un petit peu plus ajustés. Là, c'est assez évident qu'il y a des possibilités en mettant des réglages et en profitant de la présence de données. Monsieur Tom, sur cette question des alliances à venir entre traitement du signal et intelligence artificielle. Oui. Ben, je crois qu'on l'a beaucoup dit, l'intelligence artificielle et le succès récent des réseaux de neurones modernes, ça montre l'intérêt de l'apprentissage pour le traitement du signal. Et puis, dans l'autre sens, ce qu'on a dit aussi, c'est que les efforts pour revenir à des outils de modélisation, pour améliorer encore les performances, pour mieux comprendre les modèles, que ce soit des outils de modélisation effectivement des données, des modèles statistiques, c'est des choses qui sont en train d'arriver maintenant et qui, je pense, vont se généraliser de plus en plus. Ça peut être des modèles qui viennent de modèles, par exemple de modèles physiques, de modèles qui décrivent le fonctionnement d'un système. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces modèles et avoir recours à ces outils de modélisation pour améliorer la performance des méthodes qui sont plutôt basées données.
ou, pour être encore plus large, ça peut être des méthodes qui seraient plus héritées de l'intelligence artificielle traditionnelle, qui serait de voir comment est-ce qu'on peut intégrer des connaissances ou la représentation des connaissances dans l'apprentissage à partir de données. Ça, c'est des choses qui viennent aussi doucement. Enfin, il y a quelques applications phares, notamment dans des applications de vision et langage, par exemple, où on combine des informations de reconnaissance visuelle avec le traitement de la langue naturelle, par exemple dans des applications comme du légendage d'images. On a une image, on la décrit en langage naturel, et où ça suppose d'avoir une certaine représentation des connaissances, des réponses à des questions visuelles. On pose une question sur une image et il faut être capable d'apporter une réponse à cette question. Et donc ça, c'est un autre élément d'intégration de la modélisation sous l'angle de la représentation des connaissances externes dans les machines d'apprentissage. Christian Wolf, vous me disiez en préparant cette table ronde que finalement, l'intelligence artificielle ou le traitement du signal, peu importe, ce qui compte, c'est de trouver le bon outil en fonction du problème qu'on se pose vraiment. Absolument. Donc je donne un exemple sur lequel je travaille un peu actuellement. Donc c'est pas le traitement signal, mais c'est très proche, c'est l'automatique. Donc imaginez que vous avez un problème qui est très très classique en automatique et aussi en machine learning d'ailleurs, en apprentissage, le pendule inverse. Donc vous avez un pendule qui est sur la tête et qui est du coup pas stable et qui est monté sur un chariot et il faut que vous bougez les chariots pour les garder stables. Donc c'est quelque chose qui est enseigné en master 1 et j'imagine même en licence en automatique. Et la façon comment les automaticiens abordent ce problème, il faut un modèle physique il faut un modèle physique fidèle du pendule avec les masses, les longueurs, etc., etc. Et après ils ont une loi de commande optimale que personne ne peut battre. Et comment est-ce que les machine learners abordent le même problème? Par une technique qui s'appelle apprentissage par renforcement. Donc j'ai caricaturé un peu, mais on bouge le chariot, on regarde ce qui se passe et on améliore notre politique. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais ça revient à ça. Donc la question c'est pourquoi on fait du machine learning si le machine learning n'est pas aussi bon que l'automatique, et dans ce cas-là c'est clair que le machine learning ne pourra pas battre l'automatique parce que vous êtes très souvent dans des situations où vous ne pouvez pas avoir un modèle du système en question. Et donc les cas difficiles c'est là où il y a un mélange. Donc du coup on a quelques informations mais on ne les a pas toutes. Il faut faire un système qui est hybride, basé sur l'apprentissage, sur les parties qu'on ne maîtrise pas, mais il faut suffisamment injecter les savoir-faire. Et c'est là un peu l'avenir aussi. Hein, donc, pareil, entre traitement de signal et apprentissage, c'est pareil. Donc, on a certaines propriétés, on connaît du signal, mais on ne connaît pas tout. Il faut faire des systèmes basés sur un mélange entre IA et modélisation. Modélisation, traitement de signal. Je vous propose d'avancer et je me tourne tout de suite vers le public. Avez-vous des questions sur la notion de modélisation, sur la place qu'occupe celle-ci maintenant dans le traitement du signal, du fait de la présence de plus en plus des outils que l'intelligence artificielle met à notre disposition? Merci. Donc Patrice Avry, je suis au CNRS au labo de physique, je fais du traitement du signal depuis 20 ans et je fais l'apprentissage en apprentissage statistique depuis quelques mois, en apprentissage profond, d'ailleurs grâce aux jeunes étudiants qui sont derrière dans la salle. Et du coup j'ai une question qui, pour le plaisir du débat intellectuel, je vais poser de façon un peu polémique. Un des trucs importants du deep learning, c'est que ça dit non seulement classifier, donc avoir des bonnes perfs, ou accomplir une tâche, mais aussi apprendre quelque chose. Et finalement, qu'est-ce que ça apprend vraiment? Parce que quand on apprend quelque chose et quand on le comprend, quand on le modélise, on l'explique. Et à ma connaissance, on explique assez peu de choses avec le deep learning. Et puis souvent, bon, en fait, c'est pas forcément grave. On peut performer très bien et pas comprendre. Hein. On conduit une voiture, on sait pas bien comment ça marche, c'est pas grave. Mais en plus de ça, disons, dans le deep learning, très souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens utilisent d'autres réseaux qui ont été appris ailleurs pour une tâche donnée. Et donc finalement, est-ce que c'est autre chose que des features qui ont un peu une vertu générique et à qui c'est un peu exagéré de donner le nom de modélisation ou de représentation? Voilà, une modélisation. Question bien précise et bien pertinente. Qui veut, et du coup pas facile. Qui veut s'y frotter? Oui, monsieur Wolf, si vous souhaitez. En fait, ça, c'est tout l'art, maintenant, du domaine du deep learning, de trouver des modèles qui sont ce qu'on appelle raisonnés et pas mémorisés. Donc c'est clair que sur beaucoup de problèmes, on a découvert que les modèles actuels vont plutôt extraire des corrélations dans les données et les exploiter. Et si ils sont testés sur des données qui correspondent à un décalage, ça se passe mal.
Et donc l'objectif maintenant est de trouver des systèmes qui vont pas juste mémoriser, généraliser par extrapolation et mémorisation, mais vraiment de raisonner comme le fait l'humain, ou comme on pense que le fait l'humain. Ça c'est l'objectif, et il y a certaines directions dans la recherche, notamment sur la découverte des causalités, donc modéliser la causalité dans le réseau de neurones, découvre les signaux de causalité, et donc en gros découvrir les chaînes des causalités dans les données, qui nous permet vraiment de raisonner et pas juste de détecter des features. Donc ça, je pense que la communauté est bien consciente du problème, et l'objectif est de dépasser les problèmes que vous avez cités. Tout à fait, ouais. Mais ils ne sont pas pour l'instant encore dépassés. C'est-à-dire qu'il y a encore un phénomène de boîte noire qu'on n'arrive pas trop à comprendre à l'intérieur. Je reprends l'exemple de la voiture. On fait des voitures, elles avancent, elles vont vite, elles roulent, ça marche, mais on ne sait pas comment. J'ai envie de faire la distinction entre le fait qu'on n'arrive pas à visualiser le raisonnement et la présence du raisonnement. Vous pouvez tout à fait avoir un réseau de neurones qui raisonne correctement, mais vous n'êtes pas capable de visualiser comment il le fait. Donc c'est deux choses différentes. Oui. Et donc très souvent on n'a ni visualisation ni raisonnement. Donc ça c'est encore un autre problème. Oui. Mais ce qu'on voudrait, parce qu'en gros l'humain non plus il n'est pas explicable. En psychologie il y a des travaux qui datent de très 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 longtemps qui refutent toute notion d'explicabilité de l'humain. L'humain il croit qu'il est explicable, mais en fait les psychologues sont donc capables de montrer qu'en fait non, il y a trop d'irrationalité et que cette irrationalité-là à l'œuvre n'est pas pas susceptible elle-même d'être mise en règle, comprise, modélisée. Donc Monsieur Ponce, pardon, oui. Donc, moi, je pense qu'on a souvent tendance à confondre la machine réseau de neurones en disant c'est une machine seule. En fait, non, il y a deux choses. En général, il y a un truc linéaire en haut, qu'il y avait avant, et après une représentation qui conserve avant et après. Et une machine intelligente, entre guillemets, ce qui est important, c'est l'architecture. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on fait des choses très simples, classification, régression. On pourrait avoir des architectures beaucoup plus compliquées. Et dans ces architectures, il y a des bouts qui sont appris. Et apprendre automatiquement les régularités que vous avez dans vos données, c'est une bonne chose. C'est vertueux. Ça ne veut pas dire que l'architecture elle-même est une boîte noire complète. On peut avoir une architecture où vous comprenez ce que font les modules, et chacun des modules apprend de manière plus ou moins aveugle en fonction des données, une représentation de ces données. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Est-ce que c'est intelligent comme nous? Non. Mais alors... Monsieur Grimonval, un avis sur cette question. Alors, je ne crois pas que vous ayez parlé de boîte noire. C'est moi qui ai introduit cette notion un peu conflictuelle. Non, mais comme la question de Patrice était un petit peu provocatrice, je vais essayer de... Il y a un petit élément provocateur dans la réponse. C'est pas très différent finalement le transfer learning que tu évoques, qui est le fait d'avoir entraîné une représentation sur un jeu de données puis le réutiliser après. Finalement, est-ce que c'est très différent du fait d'avoir vu sur des images que la transformation de lettres ça marche pas mal, et puis de l'utiliser sur d'autres types d'images et constater que... Je vais vous laisser. Hein, on va faire ça. Merci. Allez, je voudrais que vous répondiez aussi, Madame Chaud et Monsieur Thom, à cette question. En quelques mots, avant de passer à la question des GAFA, qui planent au-dessus des traitements du signal comme de l'intelligence artificielle. Oui, un élément de réponse quand même sur l'interprétabilité, la compréhension des représentations internes des réseaux de neurones. Bon, ça, c'est une vieille critique historique aux réseaux de neurones qui, naturellement, les présentations latentes n'ont pas un caractère interprétable explicite, en tout cas compréhensible pour nous en tant qu'humains. Donc ça, c'est une vieille critique qui est une critique historique et puis qui reste aujourd'hui en dépit des succès pratiques qu'on a observés. Donc ça fait aussi partie des domaines de recherche certainement les plus financés en IA aujourd'hui. Enfin, il y a des gros financements sur l'IA interprétable et ces questions-là. Donc il y a plein de pistes qui sont envisagées. On n'y est pas encore sur avoir cette faculté d'interprétation. Pour reprendre les aspects de fiabilité ou de robustesse, je pense qu'elle est en lien aussi avec ces aspects de fiabilité ou de robustesse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable d'expliquer ou d'interpréter une décision, ça va aider l'étape de fiabilité ou de certification d'un système prédictif. De ce point de vue-là, certaines pistes, pour revenir sur les questions de modélisation, effectivement, de coupler des modèles, des données ou du modèle d'apprentissage lui-même avec ce qui est appris par le réseau, c'est certainement une voie intéressante pour aider à interpréter les représentations internes qui sont faites dans le réseau. Mais encore une fois, la façon dont on le fait, c'est des questions largement ouvertes aujourd'hui. Madame Chaud, vous voulez réagir aussi, ou vous pensez?
Ouais, enfin, il y a déjà plein de choses qui ont été Ouais. dites. Je sais pas si j'ai grand chose à rajouter, si ce n'est que, enfin, on parlait hier. Enfin, c'est des sujets en tout cas qui nous intéressent tous, je pense, et enfin, qu'on voit retranscrire au travers des diverses présentations qu'on a, notamment durant ce colloque. Voilà, Gabriel Perret en a parlé. Voilà, il y a des choses qui marchent mieux, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, et des choses qu'on maîtrise bien, mais qui marchent moins bien. Enfin, bon, voilà. Enfin, de toute façon, c'est une question ouverte, et je pense que on y travaille tous plus ou moins et on aimerait y répondre, mais voilà. C'est un work in progress, comme on dit. On passe maintenant à la question de l'intelligence artificielle et le traitement du signal dans l'ombre portée des GAFA. Pourquoi ? Parce que ma question, elle est simple. Est-ce qu'on pourrait faire l'intelligence artificielle qu'on fait aujourd'hui, telle qu'elle modifie, chamboule le traitement du signal, s'il n'y avait pas derrière ces énormes machines, les Google, Amazon, Facebook, etc., qui font avancer la recherche, peut-être parfois l'oriente, la dirige. Et est-ce que ça pose des problèmes, le fait que les progrès de l'intelligence artificielle soient à ce point vissés à l'intérêt qu'y trouvent ces grandes entreprises ? Vous avez 2 heures. Et c'est une question qui concerne directement le traitement du signal. On va y venir dans quelques instants. Je suis pas sûr que les succès modernes soient vissés. Ma phrase était compliquée. Et je pense qu'il y a quand même une grande partie des travaux les plus intéressants qui se passent dans le monde purement académique. Financé. Je ne crois pas personnellement à la recherche comme étant une fonction monotone du nombre de GPU qu'on peut avoir chez soi. Je pense qu'on peut faire des choses très intéressantes sans ça. Je pense qu'on peut faire des choses très intéressantes sans avoir accès aux données de Facebook ou de Google, auxquelles en général on n'a pas accès, d'ailleurs non pas parce qu'ils veulent pas les partager, mais parce qu'ils n'ont pas le droit de les partager pour des problèmes de respect de la vie privée. Ils n'ont même pas le droit eux-mêmes de publier là-dessus à cause de problèmes de respect de la vie privée. Donc c'est un faux problème. C'est pas un faux problème, c'est des problèmes compliqués. C'est des problèmes compliqués. Ce serait bien de pouvoir avoir accès à ces données, de les anonymiser, etc. Mais c'est compliqué. Il y a évidemment une question d'image aussi pour eux. Il faut qu'ils fassent très attention avec ce qu'ils font avec les données. Après, évidemment, les GAFA jouent un rôle très important parce qu'ils mettent beaucoup de sous là-dedans. Le succès du deep learning est lié à son vrai succès, mais il y a aussi une énorme machine de marketing derrière, avec des énormes boîtes américaines qui disent que ça résout tout. Donc, faut prendre ça en compte un tout petit peu. De l'autre côté, il y a des côtés extrêmement positifs. Avoir du financement aujourd'hui dans nos domaines, c'est facile, je dirais. Et tous nos étudiants, à la sortie, ils ont des jobs très très bien. Après, il y a évidemment des côtés compliqués sur est-ce que ça va assécher le milieu académique ou pas. Alors justement, comment arriver à des conduites rationnelles des deux côtés. Mais est-ce que le fait que, question naïve, que Google et consorts financent à tour de bras des congrès, des prix, des choses comme ça, c'est une orientation qui est donnée aussi à certains pans de la recherche qui est la vôtre et qui peut parfois être plus embarrassante qu'autre chose ou pas du tout? C'est un allié comme un autre. Dans les interactions que nous, enfin, pas le nous majestique que moi j'ai avec eux, il n'y a aucun effort de leur part d'orienter les recherches qu'on fait. La relation qu'on a, c'est pour faire des recherches fondamentales où ils disent qu'ils veulent faire avancer le niveau des connaissances. En interne, évidemment, ils travaillent sur des choses qui peuvent avoir un impact économique sur ce qu'ils font. Mais je pense que la relation avec les académiques, en tout cas, en tant que je la connais, est sur la recherche fondamentale. Même point de vue de la part des autres panélistes. Pas une question forcément très simple. Sur la question des données privées, par exemple, on sait, je crois qu'il y a régulièrement dans la presse des articles comme quoi les données qu'on croyait ne pas remonter sont en fait écoutées. Comment vous voulez améliorer un système de reconnaissance de la parole si vous n'avez pas des données étiquetées? C'est pas surprenant qu'ils aient des gens qui étiquettent des données qu'ils récupèrent de leurs clients. Par contre, ce serait bien qu'ils disent à leurs clients que ça va être fait. Oui, c'est un problème de communication. Donc. Mais c'est peut-être dit en petit en bas du contrat. Je sais pas. Pardon? Vous avez dit en bas du contrat en petit que. Oui, c'est ça. Il faut peut-être grossir la mention à la fin du contrat. Monsieur Gribonval. Bon, évidemment, ça pose un certain nombre de questions qu'on a peut-être déjà un peu évoquées, le respect de la vie privée, etc.
Pas tant que ça, on l'a pas évoqué tant que ça. Qu'on pourrait évoquer, donc, qui notamment finalement ce sont aussi des sujets dont il faut s'emparer en tant que communauté scientifique, enfin qui sont de toute façon abordés aussi par ces grandes entreprises pour les questions d'image entre autres. Donc ça lance des nouveaux sujets de recherche dont on était peut-être moins conscient il y a quelques années. Ensuite, il y a peut-être aussi des enjeux du type monopole, enfin dépendance par rapport à la capacité à accéder à des gros jeux de données. Je ne sais pas si c'est très différent de ce qui a pu se passer dans d'autres domaines. Il y a plusieurs décennies ou plusieurs. Vous voulez dire que le traitement du signal a été confronté à ce même lien avec l'industrie, en l'espèce l'industrie militaire. Arrêtez-moi si je me trompe, ou en tout cas. Ouais, alors il y a l'industrie militaire, mais là ça c'est pour des aspects peut-être, on va dire, de déontologie ou de positionnement individuel par rapport à ces. Ce que je veux dire, c'est que les questions que se pose en termes éthiques l'intelligence artificielle à l'égard des GAFA, c'est une question qui s'est posée aussi, si je ne m'abuse, qu'a pu se poser le traitement du signal vis-à-vis de... Disons qu'avant d'aborder ces aspects éthiques, je pense que c'est simplement des relations, la façon de se positionner et de voir quelle valeur ajoutée on peut avoir dans le domaine académique sur ces sujets. Il faut trouver des choses qui soient pas ce dont peut s'emparer nécessairement ces grandes industries. J'imagine qu'au moment du développement de la machine à vapeur, ça date pas d'hier, il y a eu un moment, ça a été un boom industriel et c'était plus nécessairement dans les laboratoires que se faisait l'essentiel du passage à l'échelle de ces outils. Bon, ça date pas d'hier, mais j'ai l'impression qu'il y a des problématiques qui se retrouvent aujourd'hui dans ce domaine. C'est une question ça soulève des questions de positionnement. Là, il y a effectivement ces questions éthiques qui non plus sont pas nouvelles, puisque le traitement du signal a aussi un historique en lien avec le radar, le suivi de cible, etc. Donc, on est dans des domaines qui ont des usages multiples et qui soulèvent des questions éthiques. Madame Chaud, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, enfin, c'était pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Jean sur, c'est peut-être écrit tout en bas, en tout petit, en bas du contrat. Je pense qu'on est tous, consciemment ou inconsciemment, je sais pas, conscients que quelque part on est enregistré et qu'on partage nos données. Enfin, je sais pas, vous installez un truc sur votre téléphone, ça vous dit acceptez-vous que telle application ait accès à votre micro, à votre caméra, machin truc. Donc, de toute façon, si vous cliquez non, ça s'installe pas. Donc voilà. Et idem sur les sites web, il y a cette histoire de cookies où on vous demande, voilà, est-ce que vous acceptez que y ait des cookies, etc. Bon idem, accepter ou pas accepter. En tout cas, ce que je peux voir notamment au travers de stages d'étudiants, c'est que maintenant il y a des entreprises qui se montent justement sur, et qui aident en fait, soit d'autres entreprises, soit des particuliers à protéger leur vie privée. Voilà. Donc c'est c'est le revers de. Il y a des questions de la salle. Je voudrais juste poser une question à Monsieur Tom. Gardez votre question, je reviens à vous dans quelques instants. Sur l'avantage concurrentiel dont disposent les chercheurs qui travaillent chez les GAFA, parce qu'ils ont accès à des données énormes. Est-ce que c'est pas une bataille un peu perdue d'avance? Alors, j'oppose chercheurs du monde privé des GAFA avec chercheurs publics. On sait qu'il y a bien sûr des collaborations évidentes, mais quand même, comment vous jugez ça, vous? Oui, je pense que ce point a déjà été largement discuté. Je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que globalement il y a un risque d'hémorragie vers les GAFA et d'assèchement du milieu académique. D'un autre côté, ça apporte des financements qui facilitent nos domaines de recherche actuellement. Donc les deux aspects sont vrais. Sur le côté données privées, effectivement, c'est des données sensibles qui, effectivement, comme disait Jean, même pour les GAFA, sont certainement difficiles à rendre publiques, même s'ils le voulaient réellement. Et que pour autant, les systèmes aujourd'hui état de l'art sont beaucoup basés sur l'exploitation des données privées. Par exemple, la reconnaissance de visage, les systèmes qui ont été développés par Facebook il y a 4-5 ans, c'est basé sur les images de Facebook parce qu'ils ont un volume d'images que personne d'autre dans le monde a. Mais c'est pas là-dessus que les chercheurs académiques se positionnent. On va pas chercher à aller faire un système de reconnaissance de visage concurrentiel à celui de Facebook. Vous élaborez peut-être des dispositifs qui aident à mettre en place des technologies dont profitent ensuite ces GAFA, non ? Oui,
Certainement, bien sûr. D'accord. Bien sûr, on forme aussi des Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une étudiants tribune qui a été diffusée dans le Guardian, une chercheuse de l'University College of London, Madame Fry, une mathématicienne de renom, a dit qu'il fallait que, de la même manière qu'il existe un serment d'Hippocrate chez les médecins, il faudrait que les chercheurs qui travaillent sur les nouvelles technologies qui ont un impact sur la société doivent signer un document solennel, s'engager en tout cas, pas de document, mais s'engager solennellement à veiller à ce que leurs travaux de recherche n'aient pas d'impact négatif sur la société. Question qui me vient à l'esprit, bonne idée, mauvaise idée? Oui, moi je vais juste rebondir sur le... J'ai pas des questions très faciles aujourd'hui, je sais pas, ça va vous? Moi, je rebondis juste sur le dernier point qui est un point lié à cette question un petit peu de questions éthiques et qui permettait de faire la transition vers une problématique qui intéresse, qui est de plus en plus active dans la communauté d'apprentissage en ce moment, machine learning. C'est tout ce qui est question tout ce qui est questionnement et sensibilisation sur le fait de mettre au point des systèmes qui soient équitables et fairs. Et donc, par exemple, il y a tout un questionnement sur le fait de pouvoir assurer que des systèmes prédictifs vont pas être discriminatifs pour certaines minorités sexuelles, raciales, etc., etc. Et en particulier parce que ces systèmes sont basés sur le machine learning et sur l'exploitation de volumes de données, donc ils exploitent les régularités statistiques des données. Donc ça permet, ça pose la question de comment sont constituées les bases de données, éventuellement les bases de données privées, et quels biais peuvent apparaître dans ces bases de données étiquetées. On avait une question. Il faut que je réponde à ça. C'est toujours pareil, du peu que je comprends de l'apprentissage, on reproduit ce qu'il y a dans les données. Donc c'est pas un problème éthique, ces problèmes-là, c'est un problème que dans les données utilisées par ces braves gens, il y a des biais. Alors il y a un problème technique et intéressant qui est celui de détecter automatiquement ou semi-automatiquement ces biais et de les corriger. Mais il n'y a pas un problème d'éthique dans le fait que de construire des programmes prédictifs qui vont reproduire les biais qu'il y a dans les données, parce que les biais, ils sont là. Il faut se débrouiller pour que les biais ne soient pas dans les données eux-mêmes. Et ça, c'est pas nécessairement la responsabilité des chercheurs, c'est peut-être la responsabilité de leur employeur, des gens qui déploient leur système, etc. Et sinon, pour en revenir à ce que proposait cette chercheuse la chercheuse, là, moi, je suis plutôt contre le contrôle des recherches. Les recherches, je pense, devraient être menées avec la plus grande liberté possible. C'est pas un contrôle des recherches qu'elle propose, hein. C'est le fait de se dire je suis chercheuse, je suis chercheur, ce sur quoi je travaille a un impact sur la société, et donc je m'engage auprès de cette société à pas pousser des recherches qui peuvent avoir des conséquences nuisibles. Je pense que c'est difficile pour un chercheur de juger, à moins que ce soit un devin. Être chercheur, être devin, c'est pas la même chose. C'est difficile de juger à l'avance si dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, ça va être utilisé pour quelque chose qui est pas bon pour l'humanité. Je pense que c'est un peu prétentieux de regarder les choses comme ça. Mais par contre, faire un design qui est responsable et informer le public pour que les décideurs n'utilisent pas mal les techniques qu'on développe, c'est effectivement très très important. Mais je pense qu'il faut faire attention où on met la barre. Il y avait une question, pardon, j'ai pas pris votre question, mais je la prends maintenant. Pareil, une petite phrase de présentation. Ok, bonjour, donc je suis Quentin Bertrand, je suis doctorant à l'INRIA Saclay, et je voulais revenir sur une phrase qui m'a fait un peu tiquer, qui dit on n'est pas bête, on sait tous que quand on installe une application sur notre téléphone, on a conscience de ce à quoi on s'expose. Parce que pour nous, c'est peut-être vrai, mais je pense que pour l'immense majorité des citoyens, c'est faux. Ils n'ont absolument pas conscience qu'ils sont écoutés, ou en tout cas à ce point, qu'on les traque dans leur position, où ils vont de manière constante, dans les mails, à quel point on en sait sur eux. Et voilà, je veux juste simplement revenir là-dessus. Et je pense que c'est faux, quoi. Les gens qui installent ces applications ne savent pas forcément à quoi ils s'exposent. Et je pense que c'est de là que vient le problème. Et vous parlez des réglementations sur les cookies. C'est quand même très récent qu'il y a la loi européenne et où les sites sont obligés de nous demander notre accord avant de récolter toutes ces informations, quoi. C'est pas du tout acquis. Et du coup, je vous retourne une question. Est-ce que c'est le travail d'un jeune chercheur en traitement du signal de prendre position publique, de s'engager, de communiquer là-dessus, ou est-ce que ça sort de son scope, de son champ de responsabilité en tant que chercheur? C'est peut-être son travail au moins de sensibiliser au fait que effectivement ces applications écoutent, prennent des informations. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ces techniques, mais au moins de dire que ces applications collectent énormément d'informations. Effectivement. Y a-t-il des questions de la salle? Oui, vous avez juste à votre gauche. Bonjour, Bastien Padelou, EPFL.
J'avais une question par rapport à ce qui est écrit là-bas finalement et la taille des GAFA par rapport au laboratoire de recherche. Maintenant, dans les conférences majeures en IA... Parlez bien dans le micro. Oui, dans les conférences majeures en IA, maintenant, il y a à peu près 5000 papiers qui sortent. Comment est-ce que un laboratoire petit peut réussir à se tenir à jour sur l'état de l'art en IA, en traitement de signal, quand il y a toute cette masse en fait qui ressort régulièrement? Est-ce qu'on publie pas trop finalement sur ces sujets-là? Est-ce qu'on publie pas parfois des choses? Oui. Je pense je pas peux, que je peux le dire c'était la sur question. extérieur. Pardon? Il me semblait que la question c'était comment on pouvait rivaliser dans un laboratoire de petite taille et d'énormes laboratoires. Pas rivaliser, parce que ça sert à rien de rivaliser. Le but c'est quand même d'avancer à peu près tous ensemble, mais de se positionner et de pas refaire des choses qui auraient déjà été faites, sachant qu'on peut pas humainement lire 5000 papiers en un an pour en avoir 5000 nouveaux qui sortent à la conférence d'après. C'est la question de l'articulation de la recherche qui se mène. Ouais. En fait, vous aviez raison, c'est vous qui avez qui souhaite répondre à cette question pratique, concrète, simple, de l'articulation entre recherche publique et recherche privée, hein, si je résume, comment se tenir à jour, comment faire recherche ensemble? On publie sans doute un peu trop, mais est-ce qu'il y a un mal quelconque? Est-ce qu'il y a trop d'informations et de progrès scientifiques? Je ne pense pas. Une question également de la salle qui est juste, pas très loin, derrière vous, monsieur. Je veux bien encore une fois que un petit mot de présentation. Alexandre Grandfort de l'INRIA Saclay. Sur l'aspect littérature, je pense que quand on soit dans un labo type GAFA ou dans un petit labo, on a tous ce problème personnel de chercheur d'arriver à emmagasiner tout ce qui se passe. Il n'y a pas parce qu'on est dans un plus gros labo que finalement nos collègues vont nous mâcher le travail. Par contre, il y a peut-être un point qui est un peu plus critique et je trouve actuellement, c'est que quand un papier sort d'un gros labo, d'une boîte américaine, il est forcément plus visible et plus lu qu'un article qui sort d'un labo, je dirais, plus classique. Et donc, il y a peut-être un biais de visibilité dans ces 5000 papiers quand ces papiers viennent de ces labos-là, parce qu'il y a une communication qui vient avec. Et donc, peut-être la difficulté est plus d'arriver à fouiller dans les quelques autres papiers qui ne sont pas publiés par ces boîtes-là, de façon à voir s'il n'y a pas aussi des bonnes idées ailleurs. Monsieur Wolf. Oui, absolument. Et en fait, je voudrais lancer, comment on appelle ça, une pierre dans la mare, qui est Archive. Je pense que c'est un sujet qui divise assez. Et je ne sais pas si vous permettez de lancer là-dessus, parce que je pense que les GAFAM, ils ont un rôle là-dedans aussi. Et en science, pas dans tous les domaines, mais dans les domaines dans lesquels nous on travaille, pendant des années, on avait quand même ce qu'on appelle les soumissions double blind. Ça veut dire que quand on soumet un papier, on ne connaît pas l'identité des reviewers et les reviewers ne connaissent pas la nôtre. Ce système maintenant ne fonctionne plus parce que une partie des chercheurs, et notamment les chercheurs les plus connus, soumettent les papiers sur les serveurs archive, donc les serveurs open source, qui a un très bon rôle et qui, je ne vais pas trop juger ce travail-là parce qu'il a des très 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 bons côtés là, mais ça fait en sorte que la soumission sur les grandes confs comme NeurIPS, CPR, etc. n'est plus double blind. Et ça convient à certaines personnes, ça convient pas à d'autres. Hein. Et pour moi, la solution, c'est pour ça maintenant, je profite de la présence de pas mal de monde. Pour moi, la solution, ça serait très 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 simple. En fait, il faudra changer Archive de telle manière qu'on puisse soumettre un papier pendant 6 mois de manière anonyme. Les papiers, après 6 mois, passent en version non anonyme avec les auteurs. Et on ne peut pas soumettre ni à CVPR, ni à SCCV, ni à NeurIPS pendant que le papier est visible avec les auteurs. Je ne comprends pas comment la communauté de recherche se laisse faire à dégrader les processus de review avec cette présence des serveurs archive. Je ne comprends pas du tout. Et je pense que les GAFAM, ils ont clairement un rôle là-dedans. Je pense que c'est pire. Je pense qu'Archive est en train de tuer la recherche. Je pense que c'est une influence déplorable sur la recherche. Les papiers ne sont plus reviewés. Donc les étudiants font du archive mining. Ils lisent des papiers qui n'ont jamais été reviewés. Uniquement des GAFAM? Non, de tout le monde. Et ils lisent ces papiers qui ne sont pas reviewés. Ces papiers ont une grosse influence après, et c'est terrible. C'est en train de tuer, dans notre domaine, dans mon domaine, c'est en train de tuer les revues. Ça risque de tuer les congrès. Et je pense qu'Archive a une influence absolument déplorable. Et je pense qu'il faudrait au moins empêcher que les gens soumisent à Archive, de manière anonyme ou pas, avant que les papiers soient acceptés dans des congrès ou dans des revues. En tout cas, il y a au moins un fan de ce que vous avez dit dans la salle.
très enthousiaste. Alors, voilà, là, on va arriver au moment où ça s'approche de la fin, donc forcément, toutes les questions vont venir. J'ai une question qui vient là. J'aimerais qu'on parle du recrutement des gens qui sortent de vos filières, messieurs, mesdames, et qui sont employés à prix d'or par les GAFA et de l'assèchement dont on parlait. Avant donc cette question... pardon, monsieur, excusez-moi. Je reviens vers vous juste après. Une question qui vous est posée du premier rang par... On vous entend pas du tout. Alors, vous savez ce qu'il fait dans ce cas-là, l'animateur? Patrick Flandrin, CNRS, accessoirement président de l'association EATSI qui organise ce colloque. Bon, c'est un peu dommage que ma remarque arrive après ce débat, parce que là, ça ouvre un débat qui est extrêmement intéressant. Je ne suis pas vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit, y compris mon cher collègue de droite qui applaudit un peu fort, je trouve, sur cette question, et qui est un peu contradictoire avec le fait qu'on a dit qu'effectivement, ça rejoint avec la question que je voulais poser avant, où est le mal à l'abondance. Alors, ma question, c'était qu'en fait, évidemment, dans l'histoire, on a vu des choses qui étaient analogues, que ce soit la machine à vapeur, que ce soit le militaro-industriel, que ce soit etc. Moi, il me semble qu'il y a un mot-clé quand même dans toutes ces affaires et qui fait une énorme différence, c'est passage à l'échelle. C'est-à-dire que maintenant, on est sur des échelles qui n'ont plus rien à voir avec les échelles dans lesquelles se développaient ces questions. Et ces questions-là deviennent importantes sur beaucoup d'autres enjeux qu'on n'a pas évoqués. Alors, est-ce que c'est la place de les évoquer? J'en sais rien. Mais bon, apprentissage. On travaille sur des données étiquetées. Typiquement, il en faut de l'étiquetage, et pour faire un mauvais jeu de mots, est-ce que c'est de l'étiquetage avec un H qui est éthique? Je suis pas sûr. Voilà, mais je veux dire, il y a des armées de petites mains qui sont payées 3 centimes d'euros au clic pour étiqueter des données. Est-ce qu'on a envie d'abonder un système? J'en sais rien. En ce moment, le coût énergétique de ce qui sous-tend l'ICT, enfin l'Information Communication Technology, devient gigantesque. On a des coûts de data centers qui sont énormes. Envoyer un email, c'est bon, ça coûte pas zéro. Faire l'apprentissage profond d'un algorithme, ça a été chiffré. Il y a une étude de MIT qui a été produite assez récemment. C'est des coûts qui sont faramineux. C'est toujours des mauvaises comparaisons. C'est le coût d'une bagnole pendant 5 ans ou je sais pas quoi. Mais c'est des questions, je pense, qu'il faut se poser parce qu'on est dans un endroit où, dans un moment où en fait, ce passage à l'échelle, il est en train de chambouler des choses, y compris, par exemple, sociétales, environnementales et éthiques, mais dans un sens qui est de... Je ne pense pas que les chercheurs puissent se dédouaner en disant « nous, on fait la recherche qu'on a envie de faire et on ne se soucie pas de ce que pourraient être les applications à terme ». Alors, évidemment, je suis bien d'accord, mais il y en a, elles sont à notre porte. Je veux dire, le crédit social en Chine, il est là, quoi. Et sans le contrôle facial, il ne serait pas là. Donc, on a quand même quelque chose. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette opposition. Il faut voir les formes, serment d'Hippocrate et tout ça. Mais je pense que c'est des questions qu'on aurait tort de ne pas se poser et sur lesquelles on aurait tort de ne pas réfléchir un minimum. Question qui, d'une certaine manière, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais donner la parole aux panélistes dans quelques instants. Question qui est applaudie. Merci. Question qui déborde peut-être un tout petit peu la question du traitement du signal et de l'intelligence artificielle, et peut-être pas tant que ça. Mais avant de donner la parole à vous, monsieur, dans quelques instants pour une autre question, je vous rappelle que j'ai ma question sur l'assèchement des énergies de recherche dans le public, mais une réaction à ce qui vient d'être dit, peut-être. Je parle beaucoup trop, donc excusez-moi. Le coup des petites mains qui étiquettent de manière pas éthique, les machins, etc., si les boîtes veulent faire du pognon à la fin, il faut que les gens en question étiquettent de manière correcte pour la tâche qu'ils veulent accomplir, parce que sinon ça marchera moins bien. Donc je pense qu'il y a un petit phénomène d'autorégulation là-dedans. Je ne suis pas un grand fan des petites mains qu'on me paye 3 sous, machin, qui travaillent en Inde, des gamins, etc. Je ne suis pas du tout fan de ça. Mais je pense qu'il y a un peu d'autorégulation là-dessus. Effectivement, l'utilisation de la reconnaissance visuelle en Chine est sans doute pas très bonne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de reconnaissance visuelle. Par contre, il faut pouvoir s'exprimer sur des résultats qui sont pas éthiques comme cela. Et sinon, un autre point, il y a quand même des gens qui font des choses sur l'apprentissage faiblement supervisé, non supervisé. Si vous pouvez parler à quand même beaucoup de gens du domaine, ils vous diront que c'est le défi pour qu'à la fin ça marche. Il n'est pas raisonnable de penser qu'on va avoir 100 milliards de petits-enfants pauvres qui vont étiqueter toutes les images de toutes les vidéos de YouTube.
c'est pas raisonnable, scientifiquement, c'est pas possible. Donc il y a plein de ces problèmes qui sont tous liés. Monsieur Wolf, vous aviez quelque chose à dire peut-être sur ce sujet, je vous voyais... Oui, je suis d'accord avec vous deux. Je pense que j'ai l'impression que vous êtes compatibles en fait, parce que en gros, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur les coûts de toutes ces opérations-là, mais il y a deux choses de remarque. Primo, on n'est pas tous en train d'apprendre les réseaux sur ImageNet, donc la communauté va vers l'avant. La plupart des gens de la salle, je pense que quand ils apprennent un réseau deep, ils téléchargent les paramètres d'un réseau qui était entraîné par Google ou Facebook et les fine-tune sur un petit GPU pour leur tâche. Hein. Donc on n'est pas en train de reapprendre sur les mêmes données tous en même temps. Donc je pense pour moi c'était une des choses qui avançait le domaine. Et la deuxième chose, et là il y a un lien avec l'impact des GAFAM. Il y a maintenant des choses que nous on fait et que les GAFAM font. Il y a une petite fossé en fait. Les académiques font probablement pas complètement les mêmes recherches que les GAFAM. Je donne un exemple. Actuellement, un problème de deep learning, c'est d'apprendre à partir des données massives mais non édictées des représentations. Comme un enfant que vous mettez devant, il ne faut pas le faire, vous mettez un enfant, vous mettez un enfant devant YouTube, hein, et vous pouvez imaginer que si l'enfant 24/24 regarde YouTube, qu'il pourrait apprendre des choses un peu similaires que quand il observe des données. Et évidemment, c'est un peu pour caricaturer, mais en fait, les GAFAM cherchent maintenant ce genre d'algorithme-là. On leur balance des pétaoctets de données pas du tout étiquetées, ils vont juste observer, et à partir de ces observations-là, on tente, ça marche raisonnablement bien. Hein. L'objectif, c'est ça, ils n'arrivent pas encore, mais en fait, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que c'est des recherches que vous ne pouvez pas faire. Avoir un pétaoctet de données chez vous, vous ne les faites pas. Donc, c'est les GAFAM qui le font. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. Mais de toute façon, on n'aura pas jamais pu le faire. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut le faire. Maintenant, les GAFAM le font. Deuxième chose, la dernière chose, et après je m'arrête, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience de la communauté face au comportement des GAFAM. Quand Google, aujourd'hui, et ils ont fait ça il n'y a pas longtemps, sort un nouveau papier sur Archive, parce qu'il n'a pas été peer-reviewé, et en disant qu'on a utilisé tant de pétaflops pour des algorithmes, avec des algorithmes génétiques pour optimiser la structure d'un réseau de neurones. Ils ont fait ça il y a quelques mois. Il y avait une discussion sur Twitter, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, du monde académique en disant que ça vous sert à quoi ? Vous avez réussi à optimiser un réseau, vous êtes arrivé au même réseau que la communauté scientifique a fait, ResNet à peu près, de manière manuelle, avec beaucoup moins de données. Donc, les GAFAM tentent de frimer un peu, je pense, avec leur usage des GPU et de l'infrastructure. Et il y a un frein du monde académique qui dit, mais est-ce qu'on a envie de faire ça ? Donc, les systèmes s'auto-régularisent un peu. Les chercheurs sont pas bêtes. Hein. Ils disent, OK, est-ce qu'on a envie de faire ça ? Sauf si les GAFAM en question mettent sur la table des milliers et des milliers de dollars et qu'ils disent venez travailler avec nous là-dessus. Là, les chercheurs c'est la question que je posais tout à l'heure, finalement on y revient. Les chercheurs sont drainés, les chercheuses sont orientés vers des sujets de recherche qui ne sont pas les plus pertinents possibles, mais qui correspondent aux objectifs que s'assignent eux-mêmes les GAFA. Mais on va peut-être pas repartir là-dessus. C'est une question, hein. Je ne suis pas du tout en train d'affirmer quoi que ce soit, c'est évidemment pas mon rôle. Je voudrais juste qu'on donne la parole à ce monsieur très patient qui depuis tout à l'heure attend. Merci beaucoup de votre patience. On vous écoute. Oui, bonjour. En fait, c'est pas vraiment dans le sujet, c'est à propos de Archive. Je trouve que je sais plus votre nom, vous êtes un petit peu dur. Vous êtes chercheur où, monsieur ? Moi, je travaille au LITIS à l'université de Rouen. Et je travaille essentiellement sur les détections de tumeurs en imagerie médicale. D'accord. Et donc votre remarque, votre question, c'était moi, ça concerne plutôt Archive. Je trouvais que le monsieur à droite était un petit peu dur à propos de Archive. Parce que je trouve, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un certain Perelman qui a eu la médaille Fields et qui n'a fait aucune publi peer-reviewée et qui a fait uniquement ses publis sur la conjecture de Poincaré sur Archive. D'ailleurs, il a failli ne pas avoir cette médaille Fields parce que pour attribuer la médaille Fields, il fallait justement avoir publié dans des journaux à communauté de lecture, journaux internationaux à communauté de lecture. Et finalement, ils ont changé leur politique pour qu'il puisse avoir la médaille Fields. Donc, je pense qu'Archive, en fait, il faut avoir un certain esprit critique. Comme c'est de la publication libre, il peut y avoir un peu n'importe quoi, mais il peut aussi y avoir de bons articles sur Archive. Donc, c'est un vrai sujet qu'on va peut-être continuer à explorer dans une autre table ronde. En tout cas, c'est le titre tout trouvé d'une prochaine table ronde. Je ne sais pas si vous m'inviterez l'année prochaine. Très heureux de pouvoir en tout cas contribuer à trouver des sujets pour les années suivantes.
Monsieur Gribanval, vous quand même... Ouais, oui, quelque chose j'aimerais réagir parce que j'ai l'impression que finalement, tout ça, ça rejoint la question de la formation, que ce soit la question du serment d'Hippocrate ou autre, ou finalement, qu'est-ce qu'on fait d'archive. C'est une question du bon usage de ces outils. Donc, je pense qu'effectivement, dans les formations, dans nos formations, c'est important d'avoir au moins un éveil aux aspects éthiques. Je crois que c'est des choses Vous avez qui l'impression commencent... que pour l'instant, ces formations-là, cette sensibilisation-là des jeunes chercheurs ou des étudiants même, est pas encore présente sur les Je crois que c'est des questions choses qui sont déjà présentes ici et là et qui, Oui. et qui sont amenées à se renforcer. Je pense que le CNRS, INRIA, les universités sont conscients de ces questions. Donc il y a vraiment une montée en puissance des aspects éthiques, aussi bien pour les formations initiales d'ailleurs que pour des gens qui sont déjà en poste et qui n'ont pas eu forcément ces formations, qui ont pu avoir ces réflexions à titre individuel, mais ça permet de faire du partage d'expérience et une réflexion un petit peu collective. Et je pense que voilà, le bon usage archive, ça fait partie de toute façon, le bon usage des sources, ça fait partie de la formation qu'on doit à nos étudiants sur comment sélectionner leurs sources. Alors, une question maintenant sur, et ça sera la dernière relative à l'importance des GAFA dans les recherches de traitement du signal et d'intelligence artificielle. J'y reviens à cette notion d'assèchement. C'est une question. Je suis étudiant, je suis chercheur, je suis à l'issue de mon cursus universitaire sollicité par des startups, des sociétés, des entreprises qui recrutent à tour de bras des nouveaux talents qui ont fait du traitement du signal, qui ont fait de l'intelligence artificielle. Et est-ce que ça conduit pas, même des gens qui sont chercheurs aujourd'hui et qui sont débauchés pour aller travailler dans ces grands groupes, dans ces entreprises. Est-ce que ça pose un problème au renouvellement des générations de chercheurs en traitement du signal ou pas du tout? C'est pas grave, c'est la vie. Qui veut répondre à ça? Je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il faut arriver à avoir une attitude rationnelle entre les grands groupes et les universités. Je pense que les grands groupes sont conscients que s'ils assèchent les laboratoires, ils n'auront pas la nouvelle génération de chercheurs et d'ingénieurs, même d'ingénieurs, dont ils auront besoin dans 20 ans, donc ils le savent. Il faut arriver à une situation un peu équilibrée. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a un énorme déséquilibre entre les salaires dans les deux, avec en plus le fait qu'il faut avoir des stock options et des choses comme ça. Donc il faut arriver à quelque chose. Je pense qu'il est important, par exemple, de permettre, ça peut-être un peu, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais n'est pas nécessairement d'encourager, mais de permettre aux chercheurs académiques de passer une partie de leur temps dans le monde industriel, de manière, parce que les salaires restent ridicules dans le monde académique, de manière à ce qu'ils puissent vivre correctement et ne pas avoir une espèce d'envie vis-à-vis de leurs collègues là-bas. Et il faut arriver à cet équilibre pour pouvoir re-remplir la prochaine génération de chercheurs et d'ingénieurs et en même temps alimenter les laboratoires industriels. Madame Chaud, j'aimerais votre point de vue sur cette question. Est-ce qu'autour de vous, vous entendez des collègues qui disent « Bon, bah écoute, moi j'ai fait mon temps dans la recherche publique, on m'a proposé ça, j'y vais ». Est-ce que vous entendez ça un peu, beaucoup, et comment vous réagissez à ça, si c'est le cas? Je l'entends très régulièrement. Alors, comment je réagis? Alors, je trouve que c'est un peu exagéré quand on dit bien vivre. Alors oui, on vit bien quand on est au CNRS. Enfin, je crois que ça... Enfin, voilà. Quoi? Quoi? C'est enregistré, hein? Allez-y, Madame Chaud, je vous en prie. Après, je suis d'accord que c'est complet. Je ne sais pas s'il faut trouver un juste milieu, mais c'est vrai que c'est juste hallucinant les salaires qui sont proposés. Et je comprends tout à fait qu'on soit tenté et que ça offre un meilleur cadre de vie. Après, je pense quand même que la recherche qu'on fait en académique ou dans ces grands groupes n'est quand même pas tout à fait la même. Même si je suis d'accord, il y a des efforts qui sont faits par ces grands groupes pour que ces différences se lissent un petit peu. Mais on n'y est pas encore, en tout cas. Et alors, vous disiez que les grands groupes étaient conscients de ça. Alors, peut-être qu'ils en sont conscients. Je ne sais pas du tout. Je ne travaille pas avec ces grands groupes, mais en tout cas, pour l'instant, moi, je vois pas d'efforts qui sont faits de la part de ces grands groupes pour. Je ne sais pas s'ils ont un effort à faire. D'ailleurs, c'est un choix personnel sur les personnes qui choisissent d'aller faire la recherche dans ces grands groupes ou de rester dans le monde académique. Je ne sais pas, après, est-ce que ça peut conduire, pardon, clairement, est-ce que ça peut conduire dans 10 ans à assécher et à nuire au développement même de la discipline traitement du signal? Est-ce que ça peut conduire à ce que la production scientifique française en matière de traitement du signal soit moins bonne dans 10 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui?
C'est une question, pardon, un peu abstraite forcément, de prospective à la louche. Ça pourrait potentiellement. Donc il faut parler aux grands groupes en général, aux grands groupes américains en particulier. Et encore une fois, ils sont pas idiots. On est copains avec eux, on est gentils avec eux. Ils sont pas idiots. Ils savent qu'il faut pas se fâcher non plus. Et on a des interlocuteurs qui peuvent faire l'interface entre le monde académique et le. On parle à des gens quand même. Enfin, on parle je parle régulièrement, mais je pense tous à des gens assez haut placés qui restent des chercheurs, mais qui sont quand même assez haut placés dans ces boîtes-là. Et je pense ils sont conscients. Encore une fois, il y a des dialogues à instaurer, etc. Mais je pense qu'ils en sont conscients. Mais est-ce qu'ils le gèrent de manière optimale aujourd'hui? Je pense pas. Je pense qu'il y a sûrement des choses à améliorer. Il faut qu'ils soient très clairs sur le fait qu'ils ne visitent pas les labos. Mais je pense qu'ils en sont conscients, bien sûr. Et pas uniquement en France, c'est pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, les grands labos ne veulent pas vider les laboratoires américains. Est-ce qu'il y a des choses à faire éventuellement pour limiter cette hémorragie, Rémi Grimonval, Monsieur Tom, Monsieur Wolf, ou pas plus que ça? Est-ce que vous avez entendu des dispositifs, des initiatives, des manières je sais pas, est-ce qu'il faut encourager différemment, inciter les chercheurs à rester, ou c'est pas quelque chose qui se décide ou qui se décrète? Comme dit Jean, c'est un problème complexe, mais je suis pas sûr que j'ai une solution. J'ai juste témoigné quand je prends mes meilleurs étudiants et je leur dis on a un poste chez nous au labo, ils me rigolonnaient, mais vraiment physiquement ils rigolent. C'est pas une blague. Ils me disent, moi ça me fait pas rigoler du tout. Je vous propose. Après ils me parlent évidemment des raisons, hein, donc ils me disent oui mais attends. Tu vois ce que je peux gagner ailleurs, et c'est des gens qui sont déjà en contact avec les GAFAM, on les envoie en ce qu'on appelle un internship maintenant, parce que pas uniquement ils nous prennent des meilleurs étudiants, et une fois qu'ils sont en thèse quand même chez nous, une fois que les premiers bons papiers est sorti, on est contacté, bon, est-ce que tu n'as pas envie d'envoyer tel et tel étudiant là-bas? Et vous leur répondez quoi quand cet étudiant... Non, mais quand l'étudiant vous rionnez non, mais je rigole avec eux. Ouais. Ça s'applaudit, ça. Allez, Monsieur Ponce. Imaginez par exemple, donc un jeune chercheur, je ne sais pas quel est le salaire de CR2 débutant au CNRS, mais c'est clopinette. C'est combien? C'est 2 000 €, un peu moins de 2 000 €. Et à Paris, vivre avec ça, c'est difficile. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut les encourager, mais autoriser ces jeunes gens à passer, par exemple, une journée par semaine dans une grosse boîte. La personne peut doubler son salaire comme ça. Et dans ce cas-là, ces dispositifs n'existent pas encore aujourd'hui. On est bien d'accord. Cette mixité possible. Si, ça existe. C'est pas très répandu. Ça existe. Je pense qu'il est. Encore une fois, je dis pas qu'il faut encourager. Non, bien sûr, on comprend bien le message. C'est pas une incitation. Mais les autoriser, je pense que c'est important. À varier leurs horizons professionnels et c'est important. Leur rythme professionnel. professionnel. On risque de les perdre. Et ça peut être soit dans des grands groupes, soit dans des startups, par exemple. Ok. Je vous propose de passer à la dernière partie de cette table ronde. Moi qui pensais que la table ronde allait être... en fait, on est presque pris de court. Je vous propose de parler, c'est lié avec ce sujet qu'on vient d'aborder sur les nouvelles générations de chercheurs en traitement du signal, parce que l'intelligence artificielle fait florès, c'est une notion qui marche bien, qui en plus fait l'objet de financement de la part du secteur. Enfin, voilà, tout le monde s'y met, hein, on investit massivement sur ces questions. Eh bien, il y a des étudiants qui viennent à l'université et qui aspirent à devenir l'un de ces prochains professionnels d'intelligence artificielle. Ça conduit quoi en termes de modification dans la manière dont on forme les étudiants à ces disciplines? Et jusqu'où faut-il aller dans la modification de la formation au traitement du signal pour lui faire intégrer les sujets et techniques d'intelligence artificielle? Alors, première question d'abord sur la demande d'étudiants à être formés à ces techniques d'intelligence artificielle pour devenir demain des... Je vais essayer de commencer, mais je pense que il y a effectivement une attirance pour ces domaines, sans que les étudiants sachent forcément très bien ce que ça recouvre. Mais d'ailleurs, comme on a discuté au début, on n'est pas forcément d'accord sur ce qu'on met. On ne sait pas forcément exactement ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle. J'ai l'impression que notamment ça recouvre des choses des domaines de formation qui de l'ordre des mathématiques appliquées, de l'informatique, de la physique. Donc je crois qu'on a besoin d'une offre de formation qui donne qui ait de la modularité et qui permette des interfaces entre
entre ces disciplines. C'est des choses que le traitement du signal fait déjà traditionnellement, donc je pense qu'il y a matière à adapter les formations existantes, mais peut-être que c'est une occasion pour essayer de décloisonner d'aller plus loin dans le décloisonnement entre mathématiques, physique et informatique. Madame Chaud, il y a depuis 1 an, je crois, des nouvelles maquettes qui sont mises en place. Vous avez des retours? Ça marche, ces nouveaux parcours, ces adaptations de parcours? Donc ces nouveaux parcours ont tout juste 1 an. Là, on va attaquer la 2e année. Donc il y a des passerelles en fait qui ont été faits entre justement le master d'informatique qui s'appelle I3A et un master de mathématiques, donc data science, donc sur la science des données. Il y a clairement des passerelles qui ont été faites entre les deux. En fait, ça a été dit à plusieurs reprises. Voilà, il y a des intersections entre traitement du signal et intelligence artificielle, mais il y a aussi des spécificités à chaque domaine. Alors c'est ni un succès ni un échec. Disons que ça va évoluer cette année, parce que forcément, il y a des choses qui ont marché et des choses qui ont moins bien marché. Il y a des passerelles qui ont été faites, mais je pense qu'on n'était pas conscient des gaps qui pouvaient exister entre la nature des étudiants qui venaient dans le master sciences des données et ceux qui venaient dans le master I3A. Donc, Gap qui se manifeste comment? Pardon? Gap qui se manifeste comment? Vous dites on n'est pas conscient de la différence de niveau, enfin de gap entre... Oui, voilà. Par exemple, les étudiants de mathématiques ont pas un assez bon niveau en informatique pour suivre les cours tels qu'ils étaient dispensés. Et idem entre les mathématiques et l'informatique. En fait, il y a besoin d'adapter en fait pour les étudiants. Voilà. Soit par une mise à niveau qui se ferait au début. Et ça, je pense que les gens en étaient conscients, mais c'est difficile. On n'a pas beaucoup d'heures non plus. Le nombre d'heures n'est pas dédoublé par formation, et donc les enseignants font un compromis qu'ils estiment juste entre les différents étudiants, et c'est pas facile et c'est pas optimal, et en tout cas ça va être modifié pour que ce soit mieux, mais j'imagine qu'il y aura encore des ajustements les années suivantes. Monsieur Tom, quel type d'ajustement? Quel est votre retour sur cette question? Oui, je pense que plus généralement, c'est tout le champ de la science des données. La data science, c'est un champ qui est à la frontière entre l'informatique, les mathématiques appliquées, la statistique, dans lequel il y a de plus en plus d'apprentissage. Donc c'est déjà une vieille question qui précédait même, je pense, les succès très très récents des réseaux de neurones profonds, et qui demande de former des gens sur ces disciplines qui ne sont pas forcément toujours les disciplines où les étudiants sont formés de manière naturelle en même temps dans les formations telles qu'on a, surtout à l'université. Donc voilà. Donc sur la question quel a été l'impact du machine learning et de l'IA sur les formations en traitement du signal et traitement de l'image, elle est présente, c'est-à-dire que les formations s'ajustent, s'adaptent. Il y a ces modèles-là prédictifs de réseaux de neurones qui sont enseignés et qui l'étaient moins il y a 10 ans. Donc ça, je pense que c'est positif. Et à l'inverse, dans les masters qui historiquement sont plus informatiques, qui viennent de disciplines plus informatiques, l'importance de la modélisation et des maths appliquées est aussi importante pour comprendre la façon dont on déploie les algorithmes pour former des data scientists. Je pense que c'est important. Je pense qu'il y a un succès éclatant qui vient du traitement du signal, en grande partie, c'est le MVA à Paris, qui est un master qui au départ vient du traitement d'image et qui maintenant est une grosse composante apprentissage, une grosse composante vision. Je pense que la robotique, etc. vont y venir. Et c'est un succès éclatant. Et par rapport, par exemple, aux universités américaines, où les gens qui font de l'IA viennent plutôt de l'informatique, là, il y a tout un aspect maths qui s'est révélé extrêmement précieux. Et aujourd'hui, par exemple, dans notre institut, dans Paris, il y a des efforts pour doubler les tailles des masters qu'il y a aujourd'hui à Paris, à la fois dans des trucs du style MVA, on a un master qui s'appelle MASH avec Dauphine et PSL, mais aussi dans le cas médical, où ils veulent avoir des étudiants qui sont formés à l'IA et qui sont formés aussi à des notions d'éthique dès le début. Monsieur Wolf, est-ce qu'on a suffisamment d'enseignants, de formateurs pour répondre à la demande de formation? Je pense qu'il y a une notion d'inertie, parce que quand vous voulez renouveler l'enseignement, ça passe forcément par des gens qui sont compétents dans ce domaine-là. Et en fait, inertie veut dire qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés. À la fois, est-ce que vous pouvez faire les modifications que vous voulez, mais est-ce que vous devrez les faire? Donc en gros,
j'entends beaucoup de mes collègues, entre autres, est-ce qu'il faut absolument suivre toutes les modes qui existent dans la recherche pour complètement chambouler je dis pas que c'est quelque chose que je pense, mais en gros, à quelle vitesse voulez-vous vous adapter dans la formation par rapport aux mouvements qui se font dans la recherche? Donc là, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Et donc ça peut être à la fois un frein à ce que vous souhaitez faire, mais aussi un frein que vous voulez peut-être appliquer. Donc maintenant, là, c'est un débat. Je ne dirai pas plus. Mais oui, juste pour répondre à votre question, parce que je me rendais compte que je n'ai pas répondu à votre question. Dans certains établissements, je sais que je pense que vous êtes catés, mais nous, non, on n'a pas assez de personnes sur ce sujet-là. C'est clair, je pense. Je vous propose, il nous reste une dizaine de minutes, de me tourner vers le public, vers vous, pour prendre vos ultimes questions, à la fois sur cette dernière séquence de cette table ronde, et puis si vous avez d'autres questions qui vous sont venues au gré de la table ronde que vous n'avez pas pu poser, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire. Oui? Non? Oui. On va donner un micro dans quelques instants, même règle que pour les autres personnes. Petite phrase de présentation. Merci. Jean-Clément Deveau, donc industriel, je suis du groupe Thales. Moi, on n'a pas dit trop de bêtises, ça va? Bon, on a un peu l'impression d'être les méchants, alors que pas du tout. On a assez conscience, effectivement, du fait qu'il faut un vivier qui reste dans les laboratoires, etc. Mais je voulais faire deux remarques. Donc, la première remarque, c'est aussi sur le nombre de places qui sont disponibles au concours maître de conf ou chargé de recherche, qui sont extrêmement faibles. Donc, il faut bien aussi que les doctorants derrière trouvent un boulot et donc se tournent vers les entreprises. Et la deuxième remarque, c'est sur la formation. Nous, si on veut engager quelqu'un pour bosser dans l'intelligence artificielle, on va déjà commencer par regarder les gens qui ont un doctorat, parce que le doctorat, c'est une formation, et c'est une formation extrêmement qualifiante. Voilà. Ça fait plaisir à entendre. Je pense en particulier aux jeunes chercheuses et jeunes chercheurs qui parfois ont un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On a besoin de vous. Voilà. Y a-t-il des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs dans la salle? J'imagine que oui. Je veux dire doctorants, parce que vous êtes tous jeunes. Eh oui, eh ben on vous salue. Et bonne chance. D'autres questions? Monsieur. Oui, une petite question. Abdelboudra, Icon Naval. Alors, la première question, je voulais savoir pourquoi il n'y avait pas d'industriel. Il y a un industriel qui est là, ça va. Donc, c'est bon, on a le quota. Oui, on a le quota parce que c'est important. Quoi. Parce qu'eux, ils se posent des questions, il semble-t-il, ils sont plus critiques vis-à-vis de l'IA que les chercheurs. Bon, je sais pas, je ferme la parenthèse. Et l'autre question qui se pose, on a parlé d'intelligence artificielle. Parlez bien dans le micro, monsieur, pardon. On a parlé d'intelligence artificielle, c'est quoi ça, dans ce cas-là? On va faire des systèmes qui... Et qu'en est-il de la décision? Est-ce que l'être humain sera toujours dans la boucle? Je prends un exemple, un système qui est pertinent, qui permet de détecter des mélanomes. Est-ce que quand il y aura la région d'intérêt, tiens, cet objet suspect correspond à tel ou tel. Est-ce que la place de l'être humain là-dedans? Donc voilà. Donc il y a cette question-là. Après, si je peux remonter en arrière pour la définition de traitement de signal, je dis tiens, on n'était pas tout à fait d'accord sur parce qu'il n'y a pas une définition exacte, ce qui explique qu'on n'a pas une définition exacte de ce que c'est l'intelligence artificielle. Quoi. Oui. Bon voilà. Est-ce que moi je travaille dans un groupe où on fait des manips qui durent longtemps? C'est l'hydrodynamique navale. Il y a des équations très compliquées qu'on appelle de Navier-Stokes. C'est non linéaire, tout ce que vous voulez. C'est des choses à non-propriété. Et les collègues, ils aimeraient bien si l'intelligence artificielle vient venir ici pour faire des tunings sur des paramètres, etc. Donc, dit autrement, il y a ce questionnement, il y en a qui veulent savoir servir à quoi, et d'autres, ils disent comment cette façon de présenter les choses va m'aider à résoudre, à comprendre la physique qui est derrière, qui, dans certains cas, est tellement compliquée, et je ne parle pas dans le domaine de la météo, problème des océans et tout ça. Donc, peut-être ce type de technique, ça permet d'aider à comprendre des modèles qui sont très compliqués. Et une autre question que je m'arrête là-dedans. Ça fait 3 questions en une intervention. C'est qu'il y a une vision mathématique de la chose. On est en France. Traitement de signal, c'est les mathématiques. Et c'est très bien.
Et puis il y a aussi de l'autre côté une autre façon de dire oui, moi je veux bien des maths, mais j'oublie pas la physique. Donc c'est des écoles. Donc là, je pense qu'il faut aider comme ça pour sortir peut-être la bonne définition de ce que c'est l'intelligence artificielle. Allez, voilà. Qui veut réagir à brûle pour point sur ces remarques du terrain, quoi. Je n'ai pas retenu toutes les questions, mais je voudrais répondre à celle avec les humains dans la boucle. Et en fait, c'est justement là, je pense, où l'IA peut apporter beaucoup, en créant des systèmes qui interagissent avec les humains, ou avec lesquels les humains interagissent plutôt, qui sont très co-adaptatifs. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez acheté un GPS pour votre voiture il y a 10 ans, moi j'avais acheté un Garmin il y a 10 ans, et si je voulais aller quelque part, il fallait donner l'adresse exacte. Il faut déjà que l'adresse existe. Et si je me trompe entre boulevard et BLVD, ça marchait pas. Et si j'ai pas mis le bon champ dans les bons champs, bah, ça marchait pas du tout. Maintenant, aujourd'hui, vous prenez Google. L'autre jour, je voulais faire une rando, j'ai tapé chemin de rapace près de tel machin bidule. Et bah, Google m'a dit le point d'entrée à la randonnée, et on y allait et on s'est éclaté. Donc en gros, quelle est la différence? Bah, c'est l'intelligence artificielle. Donc vous avez un système qui reconnaît vos intentions. Et donc l'intelligence vous aide aussi à avoir des systèmes qui ne vont pas nécessiter d'avoir un suivi d'un protocole fixe. Avant, vous lisez un manuel d'emploi pour votre gadget que vous avez acheté. L'IA va vous aider à avoir un système qui devine vos intentions sans que vous respectez au virgule près le protocole. Donc l'IA est aussi là, bon ça c'est la promesse en tous les cas, on travaille dessus, et on a un doctorant là-dessus pour améliorer toute l'interaction avec les humains. Voilà, c'est les deux autres questions, j'avoue que je les ai oubliées. On va prendre d'autres réactions à cette intervention. Je voudrais prendre une autre question. Monsieur, vous êtes déjà intervenu tout à l'heure, mais comme j'ai une mémoire de poisson... Du coup, je ne me représente pas. Voilà. C'est pas la peine. Je peux rebondir là-dessus. Il y a Luc Julia qui aime bien, donc qui travaille chez Samsung, qui est un Français qui est bien connu des anciens de l'intelligence artificielle, qui dit aujourd'hui il faut arrêter de parler de l'IA comme intelligence artificielle, mais comme intelligence augmentée. Et donc c'est ce point du médecin qui va finalement être aidé par le système. Et finalement, on arrive à englober l'aspirateur automatique et qui se retrouve avec des systèmes où c'est plus une aide et finalement on fait autre chose que de la vision et du NLP et on fait des scientifiques augmentés. Et je trouve que cette idée d'IA, et au lieu de dire automatique et augmenté, est peut-être quelque chose de plus consensuel. Est-ce que ça prend la forme d'un mot de la fin? Il vous revient donc. Vous gagnez le droit d'être co-animateur l'année prochaine de cette table ronde. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement nos 5 panélistes. Caroline Chaud, Rémi Gribonval, Jean Ponce, Nicolas Thom et Christian Wolf. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde très riche. Évidemment, hein, on n'a pas pu en seulement 2 heures à peine faire le tour de toutes les questions qui étaient imbriquées dans la question plus générale traitement du signal et intelligence artificielle, frères ennemis et frères siamois. Mais à tout le moins, j'espère qu'en quittant cette table ronde, vous avez pu vous faire un avis sur la question. Merci à toutes et à tous et je rends la parole à Pierre Chenet. Et merci à Mathieu Rouault. Merci beaucoup. Voilà, cette table ronde est terminée. Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier donc Mathieu Rouault à nouveau pour avoir accepté de venir jouer ce rôle d'animateur à l'interface entre des sujets difficiles. Et puis remercier à nouveau nos experts. Voilà. On se retrouve tout à l'heure à 14h pour les débuts.